Bonjour à tous et bienvenue à la conférence Ansys France 2021. C'est un réel plaisir partagé par toute l'équipe Ansys France de vous accueillir aujourd'hui dans des conditions un petit peu particulières, mais néanmoins on est vraiment très content de pouvoir tenir cette conférence cette année. Je tenais tout d'abord à remercier l'ensemble des partenaires et des clients qui ont permis l'organisation de ce premier Ansys Mag. Cette conférence se veut la plus interactive possible. Aussi, je vous invite à utiliser le petit forum de discussion qui est à votre disposition pour nous faire part de vos questions ou de vos remarques. Toute l'équipe Ansys se tient à votre disposition pour y répondre le plus rapidement possible. Dans la continuité de l'événement précédent, où nous avions vu comment la simulation numérique impactait le cycle de vie et de développement d'un produit, aujourd'hui, on va tenter de mettre en avant comment la simulation numérique permet de relever les challenges industriels posés dans le contexte actuel. Quelque part, c'est l'engineering what's ahead. On a choisi de retenir 3 principaux challenges. Le premier, l'agilité. Dans le contexte actuel, il est évident que les entreprises se doivent d'être agiles et de s'adapter aux situations voulues ou non voulues. La pandémie est un très bon exemple, mais on peut citer d'autres phénomènes comme les normes environnementales qui forcent les industries à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. On peut aussi citer l'électrification qui impacte le monde de l'automobile, de l'aéronautique, mais aussi des objets connectés avec l'arrivée de la 5G. Et je voulais citer Darwin, qui avait, il y a très longtemps, déjà mis en avant que la capacité de s'adapter était fondamentale pour survivre, même au-delà de la force même d'une espèce. Le second challenge qu'on a voulu mettre en avant, c'est comment la simulation numérique va être un outil pour permettre à nos clients, à nos partenaires, de se démarquer de la concurrence. Aujourd'hui, la simulation numérique permet d'ouvrir le spectre des possibilités physiques jusqu'au rendu, quelque part 3D réel, entre guillemets, d'un produit dans son fonctionnement. Et on peut prendre l'exemple d'un yacht de luxe où aujourd'hui, vous pouvez, dès la phase de design ou d'idée, virtuellement, représenter ce yacht de luxe naviguant en mer Méditerranée, par exemple. Le troisième challenge, c'est comment la simulation numérique est un outil aujourd'hui d'amélioration, d'optimisation de la durée de vie d'un produit. Comment on vient optimiser le rythme de maintenance. Comment on vient piloter l'exploitation de ce produit pendant qu'il est en opération. Et on peut prendre l'exemple d'une éolienne, comment on peut venir aujourd'hui optimiser la production d'électricité de cette éolienne en opération en jouant sur tout un tas de paramètres à distance. Ce sont ces 3 grandes tendances qu'on a voulu mettre en avant aujourd'hui. Alors, Ansys Mag, c'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur cette première édition d'Ansys Mag. Au sommaire, aujourd'hui, nous avons la simulation au service de la personnalisation. On vous montrera comment industrialiser cette personnalisation et comment développer de nouvelles expériences clients avec des exemples aussi bien dans les montres de luxe que dans l'automobile. Ensuite, nous verrons que la simulation n'a pas vocation uniquement à être technique, elle peut aussi être très très précieuse quand on veut s'adapter au changement, par exemple, quand on veut essayer de devenir beaucoup plus agile. Et là, nous aurons des exemples dans l'industrie avec cette idée que la simulation ne sert pas simplement à mesurer ou à constater, elle peut également prouver numériquement. Mais on commence tout de suite par ce qui paraît peut-être le stage un peu ultime de la simulation, c'est le jumeau numérique. On en parle avec Antoine Perrier, Michel Rochette et Guy-Alexandre Grandin. Bonjour messieurs. Je suis ravi de vous accueillir. Alors, je fais un peu les présentations. Antoine Perrier, vous êtes podologue et directeur médical chez Twinsight. On va vous expliquer ce que fait votre entreprise. Juste à côté de vous, il y a Guy-Alexandre Grandin. Vous êtes responsable R&D, notamment Smart Factory, l'usine 4.0 chez Engie. Et à ma droite, Michel Rochette, vous êtes directeur de recherche chez Ansys. Enchanté. Alors, on va parler de cette notion de jumeau numérique. On va peut-être commencer avec vous, Antoine. Vous travaillez sur un jumeau numérique très spécial, puisque c'est un jumeau numérique du corps humain, et pas n'importe quelle partie du corps humain. J'ai dit que vous étiez podologue, c'est un jumeau numérique du pied. Du pied et du membre inférieur. Oui. L'objectif étant de pouvoir proposer un modèle virtuel de l'anatomie d'un patient donné. D'accord. Et de proposer des hypothèses thérapeutiques à réaliser sur ce jumeau virtuel. Là, on arrive à faire des automobiles virtuelles. Là, on a un genou,
par exemple, complètement virtuel. Exactement, on va pouvoir simuler le fonctionnement de ce genou et puis estimer les soins ou les traitements à lui apporter pour pouvoir en faire bénéficier le patient. Alors, pourquoi c'était important de le faire? Parce que vous avez une histoire assez intéressante à nous raconter. Pourquoi vous avez décidé de faire un modèle virtuel du genou d'abord et puis ensuite du membre inférieur? Pourquoi c'était important pour vous de le faire? Mais à l'heure actuelle, quand on est patient et qu'on va avoir une opération chirurgicale, bénéficier d'une chirurgie, on est son propre cobaye. C'est-à-dire qu'à aucun moment, le praticien s'est entraîné sur autre chose que vous pour cette opération spécifique. Ça fait peur, ça, quand on dit qu'on est son propre cobaye. Donc, il n'a jamais fait, parce que chaque corps est différent. Exactement. On a chacun une anatomie spécifique liée à son enfance, son adolescence, sa pratique courante. Et cette anatomie spécifique, finalement, nécessite un traitement spécifique. Et à l'heure actuelle, on vous opère que si vous rentrez dans les traitements qu'on sait faire. D'accord. Le jumeau numérique permettrait de proposer un traitement adapté à votre propre anatomie. Voilà, donc plutôt que de prendre un modèle qui existe déjà, une espèce d'humain standard ou de genou standard, on va faire ça sur votre genou à vous. Alors, Michel Rochette, il y a aussi, là on parle du genou, mais on travaille en médecine, on travaille sur d'autres types de jumeaux numériques. Absolument. D'ailleurs, c'est une évolution majeure dans les problèmes de santé, c'est de personnaliser, comme vient de le dire Antoine Perrier, et d'adapter des modèles de simulation à différents organes, à différentes pathologies, pour des objectifs de diagnostic, de chirurgie virtuelle. Alors quand Antoine dit on est son propre cobaye, c'est vrai, c'est faux, on le sait bien, parce qu'il s'est entraîné sur plein d'autres patients. Mais c'est vrai que on a la possibilité de créer des jumeaux numériques personnalisés avec de l'imagerie médicale et avec de la simulation. Si on sait faire voler des avions et des fusées, pourquoi on ne pourrait pas calculer le corps humain? Ouais. Et donc on va voir très précisément en détail à quoi ça sert, pourquoi, quels sont l'intérêt d'utiliser justement ce fameux jumeau virtuel de notre corps humain, du genou, mais du cœur et d'autres organes que l'on a à l'intérieur de soi. Mais nous avons aussi Guy Alexandre d'Engie, où vous utilisez un nouveau jumeau numérique industriel cette fois. On disait tout à l'heure, vous êtes responsable R&D Smart Factory, l'usine 4.0. C'est aussi ça. Si on est capable de faire un être humain, on peut faire une usine. On peut faire une usine, on peut faire... l'idée, c'est là de travailler sur un équipement industriel. Plus spécifiquement, il s'agit d'un asset de production énergétique ou d'usage, on va dire un asset dédié à l'utilisation d'énergie. Là, en l'occurrence, ce qui pourrait être présenté, c'est un four. L'idée, c'est de se dire que jusqu'à présent, la simulation CFD était utilisée en phase design ou en phase de diagnostic, c'est-à-dire qu'on simulait pour anticiper la création, ou alors, quand il y avait un problème, on utilisait en diagnostic. Là, l'utilisation d'un jumeau numérique permet de rapprocher cette utilisation de la simulation CFD en phase opérationnelle. Donc on rapproche au plus près du temps réel. Lorsque le four est en fonctionnement, on a en même temps la production de données de type CFD quasiment en temps réel qui suit et qui se nourrit en fait des informations du four. Alors justement, chez Engie, on parle de four parce que justement vous utilisez ce jumeau numérique pour des fours, mais vous avez parlé de quelque chose de très important pour vous, c'est la notion de temps réel. Et là, je vous pose la question un peu à tous les trois. Jumeau numérique et temps réel, pour vous, il y a d'autres, chacun a sa définition du jumeau numérique, mais pour vous, le temps réel, c'est essentiel. Pour nous, c'est assez essentiel parce que le jumeau numérique, soit on peut le voir comme une réplique, c'est une manière de voir, il n'y a pas de mauvaise définition de ce que c'est le jumeau numérique, mais pour nous, l'intérêt du jumeau numérique, c'est vraiment d'avoir une maquette physique, une maquette virtuelle, et de les connecter dans un même on va dire, espace-temps. Donc le temps réel, bien évidemment, c'est autant de la caractéristique du fonctionnement de l'équipement, mais c'est faut qu'ils puissent dialoguer entre les deux. Et ça, c'est très important. Et c'est pas, on va dire, forcément facile de mettre en œuvre ça, surtout lorsqu'on veut produire des données physiques de qualité de type CFD et de s'en nourrir pour créer différents cas d'usage, ou scénarios de commande de pilotage. Donc vous l'utilisez pour un four industriel. Voilà. Et donc la simulation va vous permettre justement de faire à la fois la simulation va nourrir le modèle réel et les données du modèle réel vont nourrir le modèle virtuel. C'est
C'est tout l'intérêt du temps réel. Exactement. C'est un peu ce qui est présenté dans la vidéo. Je ne sais pas si on. Eh bien, on va justement voir cette fameuse vidéo du jumeau numérique d'Engie. On va la diffuser, mais racontez-nous l'importance justement de la façon de fonctionner entre les deux. D'accord. Donc en fait, l'idée c'est que comme l'objet physique est un four industriel, donc c'est-à-dire dans lequel se déroule une combustion, c'est-à-dire un mélange réactif, et l'idée c'est de piloter les variations de cette combustion pour optimiser le fonctionnement du four. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que généralement l'équipement est instrumenté juste ce qu'il faut pour pouvoir le piloter, mais le fait qu'on ait ce jumeau numérique qui fonctionne en temps réel avec l'équipement permet de faire remonter des informations qu'on n'aurait pas l'occasion d'obtenir autrement. Oui. Donc typiquement, si on prend un exemple très simple, un des critères de fonctionnement d'un four industriel, c'est la longueur de flamme. Je prends ça comme un exemple parce que c'est visuel. Quelquefois, on ne le pilote pas forcément, on le visualise au jugé ou avec des sondes intrusives. Avec le jumeau numérique, on a directement l'évolution en temps réel de cette fluctuation ou de cette évolution de longueur de flamme en fonction du profil de commande que l'opérateur opérerait, du moins de commanderait le four. Oui. C'est comme ça que ça fonctionne. Les deux se nourrissent l'un l'autre et ça permet justement de piloter très finement ces opérations. C'est ce que vous êtes en train de faire. Ça crée à la fois un pilotage, à la fois un historique. On crée de la donnée physique et c'est ça l'intérêt. Enfin, c'est un des grands, on va dire, changements de paradigme entre les anciennes simulations, la simulation classique et cette simulation, ces jumeaux numériques à base de simulation, c'est que l'équipement physique se nourrit de la simulation qui se produit en temps réel et la simulation numérique se nourrit en fait de l'équipement. Donc on crée vraiment on a la définition d'un jumeau. Les jumeaux, parce que justement l'un ne va pas sans l'autre. Il est vivant et les deux se nourrissent l'un de l'autre. Michel, justement, cette notion de temps réel est essentielle, évidemment, quand on parle de corps humain, quand on parle de médecine. Oui, il est essentiel à deux niveaux. Déjà, pour un praticien médical, attendre des heures qu'un calcul se finisse, ça n'a pas de sens, même s'il a son patient devant lui qui n'est pas opéré. Okay, parce qu'on a besoin d'un temps de réponse très court pour que le praticien puisse jouer avec le modèle. Quand on est en salle d'opération, là, ça devient infiniment plus critique. Sur l'exemple de l'électrophysiologie cardiaque et de la tachycardie ventriculaire, donc ces pathologies qui provoquent de l'arythmie, la physique sous-jacente, c'est l'électrique, donc c'est le modèle électrique du cœur. Les pathologies, c'est de la fibrose ventriculaire suite à des accidents vasculaires. Et donc, le modèle est créé en avance de phase, en phase de diagnostic, à partir de l'image du patient. Et on a ce modèle paramétrique de la même manière qu'on puisse le faire dans un four. Et quand on est en train d'opérer, quand le cardiologue du rythme est en train d'opérer son patient pour déterminer la zone qu'il doit ablater afin qu'il n'y ait pas de risque de mort brutale, eh bien, on a besoin d'une interaction entre un calcul 3D plus temps en temps réel et le potentiel mesuré par une électrode sur le cœur à l'intérieur d'une sonde qui vient par voie artérielle. Donc on n'est pas complètement dans des applications qui se ressemblent, mais on a des outils qui sont les mêmes. Antoine, justement, vous travaillez essentiellement vous avez commencé sur le genou, vous avez étendu à l'ensemble du monde inférieur. Cette idée de se nourrir de la simulation qui nourrit le modèle et le temps réel, c'est aussi quelque chose que vous utilisez chez vous? Alors pour nous, le temps réel, pour l'instant, est un peu moins important parce qu'il y a deux utilisations du jumeau numérique. En phase amont, en R&D, l'objectif étant d'optimiser les designs, par exemple, des implants, où au lieu d'avoir un design un peu générique, on va pouvoir tester ces designs sur des cohortes de patients virtuels de toute morphologie, de tout usage différent. Alors ça, il faut d'abord commencer peut-être par expliquer à ceux qui nous regardent comment on fonctionne aujourd'hui quand on va vous faire une prothèse du genou. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il y a 4 modèles sur une étagère, grosso modo, et on prend le moins pire. Chaque praticien a son fabricant, on va dire, de prédilection lié à ses marchés d'achat. Et après a posé ce type de prothèse. Donc finalement, il va opérer des patients, mais dans un choix de traitement un petit peu restreint. Alors c'est pas expliqué de cette manière, mais dans la réalité, on ne va pas vous proposer un modèle personnalisé, ni en termes de geste chirurgical, ni en termes d'implant. On va prendre dans la gamme existante l'implant qui se rapproche le plus de ce dont vous avez besoin. Et donc ça, c'est pour le design des implants. Et puis, il y a la planification, c'est-à-dire comment on va pouvoir poser cet implant de manière optimisée par rapport à votre propre morphologie et à votre propre besoin. Si vous avez 80 ans et que l'objectif, c'est de pouvoir vous déplacer
dans votre intérieur, ce n'est pas le même objectif que si vous avez 50 ans, subi un traumatisme, et l'objectif, c'est de continuer à mener votre vie active. Oui. Si on a un joueur de foot, par exemple, qui, comme Neymar, qui veut jouer demain, être sûr qu'il soit capable de marquer autant de buts et d'autosiège du pied. Et donc ça, l'intérêt du jumeau numérique, justement, ça va permettre quoi? Ça va permettre de tester la prothèse et de trouver celle qui sera la plus efficace. On va tester la prothèse et on va tester la manière de la poser. Et l'objectif étant de trouver la bonne combinaison pour ce patient donné dans son potentiel fonctionnel. Donc on va utiliser l'imagerie médicale du patient et des données issues de ses mobilités. Donc on va personnaliser au maximum et à la fin, parmi de multiples simulations, certains choix seront proposés en cohérence avec le patient. Alors vous me donniez, quand on a préparé cette émission, vous me donniez des exemples très précis de populations, des populations asiatiques, des populations africaines, qui aujourd'hui sont désavantagées quand il faut faire une chirurgie de son genou ou de son pied. En fonction de son origine, alors même si c'est pas très politique d'en parler, mais en fonction de son origine, on a des morphologies différentes, on a des capacités fonctionnelles différentes. Et si le design d'un implant est généré sur une morphologie, on va dire, européenne, elle ne va pas être optimisée pour une morphologie asiatique ou d'origine africaine. Et donc, finalement, on ne propose pas la meilleure solution pour le patient donné. Donc là, ça permettrait d'avoir des cohortes virtuelles de différentes origines, mais surtout de différentes morphologies. Si on est trop grand ou trop petit, on n'aura pas forcément un implant à sa taille. Donc on ne sera pas opéré. Si on est porteur d'un handicap, on peut être porteur d'un handicap, pratiquer du handisport et pas avoir de prothèse adaptée. Oui. Et donc ça donne accès à une personnalisation du soin. Oui, et c'est assez important parce que moi quand j'entends parler de la chirurgie du pied, je me dis que ça fonctionne bien, mais vous m'expliquez qu'il y a beaucoup d'essais-erreurs et beaucoup d'inconfort, c'est-à-dire qu'on ne mesure pas la qualité de l'opération à la capacité de la personne peut-être à courir ou à marcher, mais simplement par d'autres critères aujourd'hui. La métrique d'évaluation en chirurgie est le geste technique. Et en fait, un patient peut avoir eu un geste très bien réalisé et ne pas être satisfait de sa chirurgie parce que fonctionnellement, ça ne va pas. Et en fait, on a tendance à confondre échec chirurgical avec l'insatisfaction du patient. Et à l'heure actuelle, l'insatisfaction est liée à sa propre mobilité, à son propre senti de geste. Et ça, c'est peu pris en compte à l'heure actuelle. C'est pas mesuré, c'est pas considéré comme des échecs, même si le patient à la fin considère qu'il n'est pas à l'aise dans sa mobilité. Tout à fait, c'est pas opposable. D'accord. D'où l'intérêt de faire ces simulations, ça permet d'être beaucoup plus optimisé. Alors là, on a parlé du genou. Vous avez beaucoup travaillé sur le cœur, sur les arythmies cardiaques, et c'est un peu la même chose aussi, parce que ça va permettre peut-être aussi aux médecins, on a vu en temps réel, c'est très intéressant, mais aussi de préparer une opération, de la répéter. Absolument. Avant de considérer un jumeau numérique utilisable par un cardiologue du rythme quand il est en train de faire une ablation et quand il est en train de mesurer un potentiel dans la paroi de l'endocarde et de se dire mais oui, bon Dieu, mais bien sûr, c'est là qu'il faut que je brûle parce que c'est là qu'il y a la solution. Pensez bien que ça, c'est un petit peu complexe. Et surtout qu'une fois qu'on a brûlé une partie du cœur, il y en a plus. On est mal barré, on va pas, voilà, c'est irréversible. Donc en fait, avant tout, le jumeau numérique, il sert à faire un logiciel qui soit opérable, utilisable par un non-expert qui va faire un diagnostic virtuel. Par exemple, quand vous allez mettre votre patient en salle d'opération pour traiter de l'arythmie, il faut que vous soyez sûr qu'il va éventuellement faire une arythmie. Et en fait, ce genre de calcul, ce genre d'observation, de diagnostic, aujourd'hui, il n'y a pas de calcul derrière. Okay. Or, en fait, une arythmie, c'est simplement un résultat de simulation électrique. C'est-à-dire, c'est un corridor où, au lieu que l'onde électrique aille de l'apex jusqu'à la valve, eh bien, l'onde, elle va tourner, elle va faire une spire, et si bien que le patient va se retrouver en tachycardie, c'est-à-dire qu'il y aura des battements de plus en plus fréquents. C'est marrant, quand vous l'expliquez, on a l'impression que c'est une véritable machine industrielle où il y a de l'électrique, où il y a du physique, où il y a des fluides. Je ne suis pas médecin. Il y a des fluides. Il y a des fluides. Non, mais ça s'explique. Et d'où l'intérêt de pouvoir faire un jumeau numérique. Mais je voulais revenir 5 secondes sur ce que disait Antoine Perrier. En fait, l'apport de la simulation numérique, là, pour l'opération du genou, il sert avant tout à la dynamique
C'est-à-dire, quand on opère un genou, on veut retrouver un mouvement. Et quand un chirurgien opère un genou, il s'amuse à faire bouger la jambe de son patient, de manière à ce que cette rotation autour de la rotule ait la bonne amplitude et que les ligaments qui sont autour ne soient pas trop tendus. Eh bien, toutes ces choses-là sont rendues possibles par TwinSight avec un modèle personnalisé. Ce n'est pas un modèle statique, c'est un modèle dynamique. Et c'est là où c'est le plus important. Oui, bien sûr. Et justement, du côté d'Engie, on a parlé tout à l'heure de ces fameux brûleurs que vous utilisez. On a bien compris la relation qu'il y avait. Mais vous êtes responsable de la R&D. Et comment votre métier, quelque part, c'est de montrer aux différentes business units de Engie qu'est-ce qu'on peut faire avec la simulation. Comment vous travaillez justement? Parce que votre but, c'est de montrer le faisable, de ce qui est envisageable. Exactement. Alors, je ne suis pas responsable de la R&D, mais je vais revenir sur un programme de R&D dédié à la Smart Factory, juste pour pas monter trop. Mais effectivement, au sein de l'Engie Lab Crigène, une de nos missions, c'est de montrer ce qui est faisable d'être fait d'un point de vue stratégique. Donc, c'est de dépasser le cadre forcément de la simple simulation, de dire comment on peut travailler avec la simulation, ce qui pourrait être atteignable d'ici 2-3 ans d'un point de vue opérationnel, et c'est un peu de montrer la voie. C'est pour ça qu'au sein de ce centre de R&D, et notamment au sein du programme Smart Factory, on essaie de montrer ce qui est possible, de voir, de convaincre, de créer des POC, des Proof of Concept, de démontrer que c'est à la fois faisable et surtout qu'on apporte de la valeur derrière ça. C'est-à-dire qu'on c'est pas totalement hors sol, c'est qu'il y a complètement une intégration dans les métiers du groupe par rapport aux ambitions que le groupe se donne sur la transition énergétique. Donc, pour l'exemple, l'équipement exemplaire, c'était le four, ça reste un exemple, c'est-à-dire un objet qui nous sert de cobaye pour le coup, mais la dynamique, l'approche pourrait se transférer sur d'autres types d'équipements. Oui. Donc là, l'idée du four était effectivement d'utiliser des combinaisons d'hydrogène. On en parle beaucoup à l'heure actuelle comme un gaz, un médium énergétique permettant de le remplacer ou de pouvoir varier les apports énergétiques et de voir justement comment cette fluctuation dans le gaz, dans l'apport énergétique, pourrait influencer les systèmes de chauffe. Donc le four est un équipement qui pourrait se nourrir, au lieu du gaz naturel, avec de l'hydrogène. Donc voilà. Mais vous travaillez aussi sur le futur. J'imagine que demain, l'idée de ces outils de pilotage, c'est de faire quoi? Des espèces de grands centres de commandes virtuelles qui sont capables de piloter à distance Alors ça, effectivement, on peut voir ça. Si on vraiment se projette dans le futur, là, c'est de se dire... avec ce système cette approche de jumeaux numériques, c'est-à-dire qu'on a cet objet, cette maquette virtuelle connectée au réel. Comme c'est virtuel, rien ne nous empêche de l'avoir à proximité de l'équipement. On peut très bien l'avoir déconnecté dans un control room qui soit localisé en France, localement, ou dans un autre pays. On peut l'avoir également, si c'est virtuel, on peut également la dupliquer de manière systématique, c'est-à-dire en faire des pupitres dont les paramètres changent en fonction des fours ayant chacune leur typologie. Donc effectivement, ça ouvre un champ des possibles non négligeable d'avoir quelque chose qui est à la fois personnalisable et systématique. Oui. Donc ça, c'est quelque chose aussi de très important. C'est pour ça que c'est une étape en plus de ce que la simulation à l'heure actuelle permet. Oui. Non, on comprend bien. Mais la question qu'on se pose toujours en matière de simulation, c'est dans quelle mesure elle est proche du réel. Et là, je me tourne vers vous, Antoine, et peut-être vous, Michel. Comment, après, on arrive à s'assurer que le modèle, surtout qu'il est parfaitement unique, est le plus proche possible de la réalité? Alors, corrélation, cette fameuse corrélation. La donnée d'entrée principale est l'imagerie médicale qui correspond à l'anatomie du patient. Donc c'est vraiment le support de la maquette. Ensuite, on va ajouter des informations de mouvement du propre patient. Donc on a aussi ces informations de mouvement. Et vu que c'est de la simulation, c'est des simplifications, on va prendre les données manquantes issues d'un modèle standardisé validé et qu'on va venir déformer pour adapter à la morphologie du patient. Donc à la fin, on a peut-être 80 à 90% des informations qui viennent du patient et le reste des informations sont issues de simulations validées. Et on obtient des propositions thérapeutiques. C'est pour ça qu'on n'a pas une solution, mais on a un ensemble de solutions à proposer aux patients. Et là, on parle du genou et du membre inférieur. Est-ce qu'on pourrait avoir un jumeau virtuel, mais du corps humain entier? C'est l'objectif. Alors, il a fallu 10 ans pour arriver jusqu'aux vertèbres lombaires en partant du pied.
Donc il faudra certainement encore 10 ans pour avoir le reste du corps. Mais si on ne fait pas ce travail finalement un petit peu de cumulation de savoir, et ça prend du temps, finalement à terme on aura des modèles qui ne seront pas fiables. Donc il vaut mieux 25 ans et en parallèle les puissances de calcul vont évoluer et tout ça sera calculé en temps réel, plutôt qu'une fois qu'on a la puissance de calcul, se dire tiens je vais faire un modèle de corps qui finalement sera forcément simplifié derrière. Alors Michel, il y a aussi quelque chose qui est très important dans ce qui vient d'être dit, c'est que la machine humaine est une machine extrêmement complexe, un four est extrêmement complexe. Si on veut du temps réel, on ne peut pas forcément, il faut une puissance de calcul incomparable pour pouvoir le simuler. Il y a des outils qui permettent de simplifier ça. Oui, absolument. C'est des outils qu'on appelle la réduction de modèle. Et en fait, il suffit de faire un certain nombre de calculs. En fait, si vous avez un modèle, vous avez des paramètres, qui soient des paramètres indépendants du temps ou dépendants du temps. Vous faites un certain nombre de calculs en avance. Vous utilisez des méthodes mathématiques qui s'apparentent à de l'assimilation de données, à de l'intelligence artificielle, et vous apprenez comment les résultats, qui sont des champs spatio-temporels, évoluent à partir de vos paramètres incertains. D'accord. Et une fois que vous avez fait un suffisamment grand nombre de calculs, vous arrivez à converger, puisque vous faites toujours des calculs sur le même objet. Bien sûr. Et donc, c'est pour ça que c'est plus simple. Si vous partez d'un objet, par exemple, si je fais des calculs sur Antoine et après je vais sur vous, ça ne va pas marcher. Non, il y aura un petit problème. Non, je comprends très bien. Donc, d'où l'intérêt, justement, c'est ce qui permet, justement, d'arriver à ce fameux temps réel, parce que, justement, même si on n'a pas la puissance de calcul, on a des outils, ça s'appelle comment? C'est réduction... Réduction de modèle, c'est dans Twin Builder. Et le principe, comme vous disiez tout à l'heure, comment on fait pour que ça marche? Prenez, par exemple, un cœur qui bat. Un cœur qui bat, vous avez, comme disait Antoine, vous avez de l'imagerie médicale, de l'IRM 4D. Et avec de l'IRM 4D, vous voyez le myocarde qui se déforme au cours du temps. Mais si vous avez un modèle paramétrique qui vous calcule l'électromécanique, supposons qu'on sache le faire, l'électromécanique du cœur, et qui vous mette en œuvre des paramètres ioniques, des paramètres de zone de stimulation, etc., eh bien vous allez itérer sur votre modèle paramétrique que vous avez en temps réel, parce que si à chaque fois qu'il fait un calcul, il faut mettre 8 heures, vous êtes perdu, mais vous allez faire le tuning de vos paramètres de manière automatique parce que vous avez la mesure par l'IRM 4D. Heureusement, dans le médical, on a beaucoup de données. Dans l'industrie, c'est un peu plus compliqué parfois, puisqu'on a des zones où on ne peut pas mettre de capteurs. Oui, donc c'est très intéressant ce qui vient d'être dit, c'est que même si la puissance de calcul n'est pas toujours disponible, avoir ces modèles un peu réduits, enfin cette réduction de modèles permet de faire des simulations en temps réel, même de choses extrêmement complexes. Je voulais terminer avec vous, Guy-Alexandre, parce que chez Engie, il y a c'est pas que l'outil, c'est-à-dire qu'il y a aussi la façon de mettre en œuvre l'outil, l'implémentation. Pour vous, c'était très important. C'est que c'est des outils, ça ne reste que des outils, mais il y a des hommes derrière qui sont capables de mettre en œuvre ces outils, et ça, c'est tout aussi important. Tout à fait. Effectivement, comme tu l'as très bien expliqué, pouvoir produire en temps réel, ça passe par ces modèles d'ordre réduit, ce qui permet effectivement d'aller vers ce temps réel. Mais ça reste qu'un outil. Il faut, pour réussir à pouvoir passer de la simulation à l'utilisation de ce ROM, donc d'ordre réduit, et jusqu'à la connexion, jusqu'à la maquette physique, que pour le coup, l'exemple est le four, c'est pas si simple. Donc ça nécessite à la fois une montée en compétences, du savoir, et en plus, ça nécessite aussi que les gens, une adoption des gens. C'est-à-dire que c'est pas au même titre que la première fois qu'on utilisait la simulation numérique, vous avez beau pouvoir aller chercher l'outil, si vous êtes devant l'écran de contrôle et vous ne savez pas où cliquer, vous pourrez ressortir soit des résultats faux, soit vous ne pourrez rien sortir du tout. Et de la même manière, mettre en œuvre l'intégralité de ce système de jumeaux numériques couplés, eh bien, ça met en branle à la fois tout un tas de métiers différents, des personnes différentes et également des opérations différentes où les gens doivent adopter le système. Donc c'est vrai que c'est un peu le côté central de tout ce qui est industrie 4.0 ou smart factory, c'est-à-dire que cette évolution, elle n'est pas que technologique, on s'appuie sur des outils technologiques, mais elle est essentiellement humaine dans le sens où c'est les humains qui doivent s'approprier ces outils-là. Donc on le voit, c'est très important,
facteur humain, on parle d'intelligence artificielle, etc., mais c'est quand même des humains qui sont à l'origine de la technologie et qui l'utilisent à la fin. Donc il faut absolument avoir cette corrélation et de garder toujours ça en tête. Hein, la technologie n'est pas magique. On a vu justement avec vous, Antoine, cette idée qui est très intéressante de se dire que ce fameux jumeau numérique, ça peut faire des thérapeutiques aujourd'hui, on ne peut pas faire parce qu'on tâtonne, on fait de l'essai-erreur et on se dit qu'on est capable de faire des modèles extrêmement complexes, notamment sur le cœur, et que ce jumeau numérique, finalement, si on arrive à le faire, mettre en place sur une machine aussi complexe que la machine humaine, quelque part, on a un peu les mêmes problèmes que dans l'industrie, comme on l'a vu avec vous, Guy Alexandre. Merci à tous les trois, Antoine Perrier, Michel Rochette et Guy Alexandre Grandin, pour vos réponses et votre éclairage. Merci. Merci. Alors, on va se retourner maintenant du côté de Florent, qui nous écoute, Florent Thébault. On a vu du côté d'Engie qui n'a pas forcé, qui est une grosse entreprise, qui a énormément de ressources, etc., qui a parlé de l'importance de la formation. Est-ce que tout le monde n'a pas cette capacité, la capacité d'Engie? Dans quelle mesure Ansys est capable d'accompagner ses clients pour ce genre de choses? Écoute, Anissé, j'ai à côté de moi Francis Poussin, qui est le directeur de la relation client chez Ansys pour l'Europe. Et je pense qu'il est bien mieux placé que moi pour pouvoir nous parler un petit peu de tous ces programmes de formation. Donc, Francis, tu veux nous en dire un petit mot? Oui, bien sûr. Alors, l'accompagnement technique, nos clients le disent tous les jours. C'est essentiel pour la réussite de leur projet. Ça débute par de la formation. Et on l'a entendu, la formation est vraiment importante pour que les gens prennent en main les outils. Donc, nous avons une plateforme de formation, Ansys Learning Hub, où les clients vont pouvoir commencer à s'auto-former en suivant tout un panel de vidéos qui sont sur le site. On guide même les clients dans le cursus qu'ils peuvent suivre sur ces vidéos. En fonction du profil, on a des vidéos recommandées. Ensuite, le client pourra aussi télécharger du contenu. Ils peuvent télécharger les présentations, les documents, les guides pour pouvoir s'exercer par la suite. Et également, pour finir, les clients peuvent avoir accès au calendrier des formations en live, c'est-à-dire pouvoir suivre des webinars, donc là, délivrés par nos experts simulation, et également, quand on pourra le refaire, faire des formations, suivre des formations en présentiel. Alors justement, moi, j'ai une question que j'ai envie de vous poser. Comment ça s'est passé, ces formations pendant la crise du Covid, pendant la pandémie? Alors effectivement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis l'accent déjà sur la création de nouvelles vidéos pour faciliter cet accès à distance, les gens ne pouvant plus faire des formations en présentiel. Donc nous avons développé encore plus de vidéos pour faciliter la formation. Et également, c'est nouveau, depuis décembre, pour les clients qui ont des formations spécifiques, on met à leur disposition des machines virtuelles qui sont déjà préconfigurées, préinstallées avec tous les logiciels Ansys. Donc le client, pour suivre sa formation, pour même s'exercer, n'a juste à se connecter à cette machine et tout est préparé, tout est installé. Il n'y a pas de licence à gérer, c'est prêt, clé en main. Alors, Francis, la formation, c'est une première étape, mais on accompagne aussi nos clients dans l'utilisation au quotidien des outils Ansys. Est-ce que tu peux nous donner aussi là, un petit peu plus de détails sur l'accompagnement qu'on peut mettre en œuvre? Alors effectivement, la formation, c'est la première étape. Une fois que le client a pris en main les outils, après vient la phase support. C'est-à-dire que là, le client va commencer à faire une utilisation un peu poussée des outils et ils vont solliciter le support. Donc dans ce cas-là, le support technique qui est assuré par nos ingénieurs d'application vont donner des solutions, des options aux clients pour tirer le meilleur parti des logiciels et notamment avoir le meilleur compromis entre qualité et performance. Il faut savoir que 92% des clients qui ont engagé notre support technique se sont déclarés être très satisfaits de nos services. Alors, on a vu la formation, on a vu l'accompagnement au quotidien, mais je crois qu'on peut aller même au-delà. On va jusqu'à de la gestion de projet, de la gestion d'implémentation de méthodologie. Tu peux là encore nous donner un petit peu plus de détails? Alors, effectivement, quand on a des clients qui ont des projets un peu plus lourds de transformation, on peut penser par exemple à l'automatisation de toute une chaîne de simulation. Là, on peut engager notre équipe gestion de projet et à ce moment-là, on va travailler avec le client pour mettre en place ce plan de transformation, travailler avec eux sur le plus long terme. On entendait parler de vraiment l'adoption. Voilà, c'est comment on peut accompagner le client avec ses équipes
pour faire ce plan de transformation digitale qui peut prendre plusieurs semaines, voire des mois, voire plus. Très bien. Merci Francis. Anissé, j'espère qu'on a pu répondre à tes interrogations sur l'accès à la formation et surtout l'accompagnement quotidien qu'Ansys met en œuvre auprès de ses clients et de ses partenaires. Ansys et ses partenaires. Je tiens à préciser que nous avons Ansys d'un côté, mais nous avons aussi tout un réseau de partenaires en France, notamment CAD-FEM France, Forcad et ADDL, qui vraiment s'occupent de tous les clients sous leur responsabilité. Donc Ansys plus les partenaires, ça fait vraiment un écosystème important en France. Donc des outils complexes, donc on est ravis de savoir que tout le monde peut accompagner, pas uniquement les grandes entreprises, même les plus petites sont prises en compte par les équipes d'Ansys. Alors, le deuxième challenge sur lequel on voulait se pencher aujourd'hui, c'est sur celui de la personnalisation. On va le voir sur un premier exemple, c'est celui des biens de consommation. Et pas n'importe quel bien de consommation, celui des montres de luxe. C'est un secteur extrêmement traditionnel, où on prône plutôt l'artisanat et où on ne s'attend pas forcément à voir des outils numériques. Reportage. C'est à Besançon, capitale historique de l'horlogerie, que nous retrouvons Xavier Rousset, fondateur de la société Xerbail, la montre d'art. Petit-fils d'horloger, ce passionné a choisi Ansys Péos pour l'accompagner dans sa première création, la Rose Saneuil. Mon grand-père, juste après-guerre, était pâtissier ici à Besançon et son concept a été de dire « j'arrête tout ». Et je deviens cadranier, fabricant de cadrans. J'ai appris à marcher dans cette fabrique de cadrans de montres à travers les odeurs d'acétone. Et c'est vrai que la fibre est née là. Mon papa a repris cette entreprise et j'ai intégré l'entreprise familiale jusqu'en 2008 en tant que responsable de production. Donc c'est là que j'ai appris d'une façon très empirique la fabrication du cadran de montre. Il faut savoir que dans un cadran de montre, il y a une dizaine de métiers différents. Xerbail met en valeur le travail de l'artiste derrière l'objet cadran, cette galerie d'art portative, cette montre d'art. Lorsque j'ai décidé de créer cette montre écrin, elle est c'est une glace boss en saphir. J'avais besoin d'un outil de simulation, parce qu'il est très complexe de savoir comment la lumière va interagir avec le saphir. Donc je me suis rendu dans différentes conventions et j'ai rencontré CAD-FEM Suisse à Lausanne qui proposait une information gratuite sur la conception numérique pour l'industrie horlogère. J'ai été séduit par le fait qu'ils aient réalisé de réelles simulations pour des entreprises et que c'était exposé, aussi bien au niveau calcul structurel, dynamique des mécanismes, l'effet du magnétisme sur les balanciers spiraux. Et puis, avec Pierre Gauthier, le commercial de CAD-FEM, on a échangé, c'est lui qui m'a proposé ce partenariat avec le Starter Programme. Bonjour Xavier Rousset. Bonjour Anissé. Vous êtes le créateur de la montre d'art, c'est une marque de montre qui est à Besançon, à l'Arc de Besançon qui est au patrimoine... L'arc jurassien, qui oui. Aujourd'hui, les savoir-faire de la mécanique horlogère et la mécanique d'art sont inscrits au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Oui, donc fierté française quand même. Hein. Il n'y a pas qu'en Suisse où on fait des très belles montres. Alors, on vient de le voir dans le reportage, on parle de montres de luxe, de montres d'art, d'objets de collection. C'est un secteur où on ne s'attend pas forcément à avoir de la simulation. Pourquoi ? Expliquez-nous, pourquoi d'abord vous avez voulu utiliser de la simulation dans ce secteur ? C'est vrai qu'habituellement, on utilise plus de l'infographie pour communiquer à travers la représentation d'une montre. Moi, j'ai voulu donner une tendance green à la marque Xerbail, la montre d'art, c'est-à-dire de ne prélever dans la nature que le strict nécessaire dont on a besoin pour réaliser la montre. Oui. Et c'est clair que dès la conception, il faut limiter le prototype physique, qui est vraiment source de gaspillage de matière. Et gaspillage de matière noble, parce qu'on parle de saphir, on parle de titane, de matériaux qui coûtent assez cher. C'est clair que pour la montre écrin Xerbail, la glace box est en saphir, le fond de la boîte est en titane. On a des éléments en acier aussi à l'intérieur, du 316L et autres. Et puis, l'utilisation aujourd'hui de ces prototypes virtuels permet, dès la conception, de valider certains designs, d'explorer certaines pistes, c'est ça qui est très intéressant, avec
une image photoréaliste, c'est-à-dire qu'on n'a pas de filtre, c'est une beauté au naturel. Oui, c'est ça. Ça veut dire qu'on conçoit le prototype de façon complètement virtuelle, on peut le modifier de façon virtuelle, et on reste, ce que vous expliquez, extrêmement fidèle à la réalité. C'est ce que je recherchais. Si je prends un exemple avec la Glassbots qui est en saphir, elle a des biseaux, elle a des épaisseurs différentes. Il a fallu la mettre dans un environnement pour voir l'effet de la lumière du jour à travers ces Glassbots, pour que le cadran à l'intérieur, le chef-d'œuvre que je mets à l'intérieur, soit vraiment sublimé et qu'il y ait le minimum d'effet de diffraction de la lumière. Oui. Et c'est clair que ce type d'outils, aujourd'hui avec Speos, on peut mettre cette montre dans un environnement éclairé par un ciel parisien à telle heure de l'année, et on va la voir, la résultante sur l'objet qui est simulé. Donc ça veut dire que sur l'outil, vous êtes capable de changer l'angle du biseau et pour trouver l'angle idéal pour obtenir votre résultat. C'est ça. Si on regarde, on l'a vu à travers les images, le biseau fait exactement 12 degrés. Ce qui a permis, voilà, sur une certaine arrivée de lumière, d'avoir un minimum de diffraction, c'est-à-dire cet effet arc-en-ciel seulement sur le tour, sur le pourtour, et de donner comme ça un anneau lumineux autour de la montre. Alors ça, s'il fallait faire de façon traditionnelle, il faudrait non seulement gaspiller de la matière, j'imagine, et faire je ne sais combien d'essais-erreurs, quoi. C'est ça. Alors, s'appuyer sur l'expérience des fournisseurs, parce qu'il faut quand même... il y a un historique dans l'horlogerie, mais c'est clair, c'est utiliser de la matière, de faire différents essais. Là, je reparle encore de cet angle. Et derrière, c'est du temps. C'est aussi un coût. On ne va pas se cacher. C'est aussi un coût à mettre en œuvre. Que là, à travers, ça a pris moins d'une semaine pour designer cette carrure, avec les contraintes que j'ai expliquées juste avant de la lumière. Et si on compare par rapport à une méthode traditionnelle, ce que vous avez gagné avec la simulation, c'est quoi ? Je l'estime à une réduction de temps divisée par 4 pour la conception de la montre. Oui, divisé par 4, c'est beaucoup. C'est très impressionnant. Ouais. Et donc, vous utilisez Speos et pas de l'infographie traditionnelle. Parce qu'aujourd'hui, ce que font beaucoup de techniciens, c'est qu'ils vont prendre, par exemple, je sais pas moi, en architecture, on va avoir un graphiste, un infographiste, qui va faire une représentation. Mais pour vous, c'était très important d'être extrêmement fidèle entre le modèle et le rendu, la représentation. C'est exactement ça. On a l'objet qui est dessiné sous forme de CAO. La voie traditionnelle à explorer, c'est l'infographie, où là, l'apport de l'infographe donne un apport artistique à l'image. C'est ce que l'on voit à travers les réseaux sociaux ou à travers les magazines. Ce sont de très, très belles images. Je voulais être plus éthique ou directement transparent, c'est-à-dire vraiment ne pas apporter d'une touche artistique numérique, mais rester sur le plus proche de la réalité. Qu'est-ce que vous le dites bien ? Il y en a qui s'appellent ça de la retouche, tout simplement. Oui, mais on le voit dans tous les magazines. C'est ça, retouche, bel au naturel. Alors justement, cette volonté d'éthique, d'être le plus proche de la réalité, c'est pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, c'est pour le client, c'est pour le concepteur, c'est pour qui exactement qu'on utilise cet outil Speos ? Alors, dans le concept de XR by la montre d'art, il y a 3 personnes, 3 parties. Il y a l'artiste qui est vraiment mis en valeur, le client et puis la marque XR by. Donc c'est ce souci de transparence dans cette tripartie qui pas m'a contraint, mais m'a fait choisir cet outil de rendu réaliste. C'est sous cet angle-là, vraiment de transparence, d'aller auprès du client, encore une fois, sans filtre, être le plus proche de la réalité. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire que dans le processus de vente de la montre, on va travailler à 3. On va travailler à 3. C'est l'hyper-personnalisation. C'est, le souhait, c'est que le client donne un thème, par exemple, à l'artiste. Là, on a vu que la première montre, c'est en collaboration avec Rose Sanneuil, qui est une experte en marqueterie multimatière. Sur le thème de la liberté, on a créé ce cadran Quetzal. Mais demain, on peut
exprimer un autre thème, et si l'artiste est en accord avec ce thème-là, il va y avoir une discussion entre le client, l'artiste et la marque pour le développement de la montre. Alors, ce développement purement numérique, et puis, par la suite, lorsque la montre sera validée, conceptuée, le client va rentrer dans l'atelier de Rose Saneuil pour découvrir la manière dont on fabrique ce cadran, ce chef-d'œuvre. On pourra même suivre l'évolution de son propre produit en train de se fabriquer. C'est d'aller jusqu'au bout, de rentrer dans l'atelier et de voir tous les petits gestes de ces personnes, de ces métiers d'art. On parle de manufacture, faire avec ses mains, et encore dans le souci de transparence, c'est de montrer presque tous les petits secrets. C'est quoi l'avenir dans cette idée de montrer le produit, déjà de se fabriquer? On le co-conçoit avec l'artiste, on le voit se faire fabriquer. C'est quoi demain de carrément avoir des étalages virtuels? Oui, c'est d'aller jusqu'à aujourd'hui, arrivent sur le marché ces écrans holographiques à très haute définition en 4K, portatifs qu'on va pouvoir mettre chez soi ou dans des vitrines, ou au restaurant, ou dans des hôtels, par exemple, et c'est de pouvoir communiquer à travers ces écrans holographiques en très haute définition les images d'un produit. C'est-à-dire vraiment pénétrer, d'être au plus proche du client pour pouvoir échanger avec lui. Le rêve, c'est d'échanger avec ce client, et puis qu'il demande certaines modifications, ou une personnalisation, et de pouvoir le faire. Et dès le lendemain, sera affiché sur son écran holographique le résultat qu'il aura. Ce que j'ai aussi apprécié, si je peux aller un peu plus loin, c'est dans la personnalisation de Speos, c'est qu'on peut paramétrer l'œil suivant l'âge de la personne ou ses caractéristiques physiques, optiques. Ça veut dire qu'on pourrait voir la montre quand j'ai 80 ans, quand j'en ai 40, 50 ? Exactement, c'est quand même la puissance de la personnalisation. Et ça, c'est très, très intéressant, à mon sens, pour les produits Glutz à venir. D'accord, donc co-concevoir le produit avec le client, suivre sa progression, communiquer sur les réseaux sociaux notamment, avec un produit qui est le plus proche de la réalité. Et puis demain, toujours dans cette idée de consommer le minimum de matière possible, de ne fabriquer que ce qui est vendu et pas fabriquer ce qui est affiché ou ce qui est un prototype, passer par la virtualisation, la simulation. Peut-être que demain, vous allez aller jusqu'à simuler le bruit que fait le remontoir et que fait le mécanisme. Il existe des simulations sur le bruit, les répétitions minutes, l'optimisation du son d'une répétition minute est optimisée par des logiciels de simulation. Oui, c'est l'idée d'entendre le tic-tac de l'échappement encore une fois, à travers cet écran, et d'une façon le plus réaliste possible. Merci beaucoup, Xavier Rousset. Donc, c'est un peu ça, l'intérêt de la simulation. Ça permet de cette personnalisation extrême. Ça permet aussi de changer l'expérience client. On le voit dans la façon de vendre le produit, dans la façon de le concevoir. C'est une nouvelle façon de fonctionner. Et puis, avec ces fameux écrans 3D dont on a parlé tout à l'heure, ces écrans holographiques, avoir cette visualisation aussi proche que possible de la réalité. Mais on peut aller beaucoup plus loin. On peut avoir carrément l'expérience du produit une fois qu'il est fabriqué, ou même avant qu'il soit fabriqué. Et on a un exemple, une démo à nous faire. Bonjour Thomas Martineau. Bonjour Anissé, bonjour à tous. Donc là, on vient de voir des écrans, des choses un peu statiques, mais on peut avoir quelque chose de beaucoup plus dynamique et de vivre même un produit avant qu'il soit conçu. Vous nous accueillez dans un endroit un peu bizarre, alors racontez-nous. Alors là, c'est un projet qu'on a fait avec l'équipe Ferrari GT Compétition. Donc l'objectif, en fait, ça va être que les pilotes vont tester dans un casque de réalité virtuelle le cockpit de la voiture et de tester les différents boutons et leur accessibilité. Et le retour aussi des boutons, donc allumer la lumière, etc., tout ce qui va être possible. Dans l'objectif d'avoir un cockpit le plus ergonomique et de l'optimiser sur les prochains véhicules. Gagner du temps, j'imagine, quand on est pilote, on veut gagner le moins de temps possible en lâchant le volant, en appuyant sur un bouton. On ne veut pas perdre de temps à essayer, comme quand on est dans une voiture de location, on est toujours passé 1 heure à essayer de savoir à quoi sert quoi. Là, l'idée, c'est d'optimiser ça et de le faire avec le pilote. Le faire avec le pilote, oui.
Alors, montrez-nous comment ça se Donc passe. là, je vais mettre mon casque. En fait, là, j'ai un capteur qui va détecter mes mains. Donc là, nous, on voit sur le petit écran à côté ce que vous voyez, vous, dans votre écran. Voilà, exactement. Donc là, par exemple, je bouge mes mains physiquement Oui. et elles bougent en même temps virtuellement. Je vais pouvoir aller toucher... Donc là, vous êtes dans le cockpit de la voiture qui va courir au Mans. Oui, ça, c'est une voiture qui Qu'est-ce court que vous allez- actuellement au Mans. Donc Ouais. une Ferrari 488 GTE. Oui. Et donc, je vais pouvoir aller toucher les boutons avec mes mains virtuelles. Donc, par exemple, j'ai un bouton poussoir Start ici. Hop, vous mettez en route le moteur. Voilà. J'ai aussi un bouton rotatif où je vais pouvoir choisir une option. Enfin, Un mode moteur, numéro, ou je donc dis un mode quelque chose. moteur, ou Mhm. voilà, quelque chose comme ça. J'ai des boutons leviers qui sont cachés derrière un capuchon. Donc, il va falloir D'accord. d'abord que j'aille toucher le capuchon pour l'ouvrir. Et ensuite, je vais pouvoir actionner le levier. Et je vais pouvoir le faire dans l'autre sens également. J'ai aussi un bouton levier Cockpit Light. Donc celui-là, il va m'allumer la lumière. D'accord, on donc voit la là- lumière s'allumer. Ça veut dire que c'est actif. C'est pas des choses qui sont complètement passives. On peut avoir des réactions et les Oui. visualiser tout de suite. Oui, c'est ça. Donc là, par exemple, quand je touche le bouton, j'ai un message qui va partir et du coup, ça va dire allumer la lumière. Donc là, on est sur du calcul physique, donc on a la physique de la lumière en temps réel. D'accord. Et donc là, l'intérêt, c'est quand on travaille avec le pilote et il va dire le bouton il est un peu loin. Celui-ci, je préfère avoir un autre type à une autre position, par exemple. Et donc, on va pouvoir le modifier automatiquement, un peu comme tout à l'heure, on le voyait avec la montre. On travaille avec l'ingénieur et on déplace les boutons en temps réel sur le... Voilà, c'est exactement ça. On va pouvoir soit préparer des configurations à l'avance de différentes possibilités, donc que les pilotes vont tester et dire celle qu'ils préfèrent. Mhm. Soit le pilote dit non, là ça va pas, il faut décaler quelque chose. Donc en quelques clics, on va pouvoir décaler un bouton et tester la nouvelle version. D'accord, d'accord. Et ça, on le dit bien, c'est vraiment quelque chose qui est... C'est pas juste une démo comme ça en l'air, c'est quelque chose qui est utilisé aujourd'hui et qui est mis en œuvre par Ferrari. On l'a utilisé avec 2 pilotes de course qui courent sur Le Mans et d'autres courses de ce type. Eh ben, je vous remercie énormément, Thomas Martineau. Des mots impressionnantes quand même, quand on voit qu'on est capable d'être directement à l'intérieur du produit. On va continuer sur cette idée de personnaliser un peu son expérience. On a vu comment on était capable de personnaliser un ouvrage d'art, une montre par exemple, comment on peut personnaliser une expérience quand on est dans un cockpit. On va essayer de voir maintenant comment on peut aussi travailler sur le son d'une voiture. On l'a vu dans le son, on a vu l'ergonomie et l'expérience d'une voiture de course. On va voir comment on peut personnaliser le son avec notre invité, notre prochain invité. C'est, que je ne me trompe pas d'invité, c'est Alexandre Rigaud qui justement est en duplex avec nous. Est-ce qu'Alexandre, vous nous entendez ? Oui, je vous entends. Bonjour Anissé. Bonjour à toutes, Alexandre. Bonjour à tous. On est ravis de vous avoir. Alors justement, vous êtes Alexandre Rigaud, vous êtes ingénieur vibro-acoustique chez Garrett. Alors Garrett, c'est un fournisseur, un équipementier, fournisseur d'équipements automobiles, notamment fournisseur de turbos, c'est ça ? Oui, fournisseur de turbocompresseur, qui est une petite machine tournante qui agit comme une pompe à air pour fournir un apport d'oxygène supplémentaire aux véhicules thermiques pour optimiser leur fonctionnement, limiter la consommation de carburant, d'émissions de CO2 et d'émissions polluantes. Donc c'est un élément clé des groupes motopropulseurs actuels en fait. D'accord. Alors vous l'utilisez, j'imagine, pour d'autres choses, mais on va s'intéresser avec vous sur un point assez particulier. Vous utilisez VR Experience, alors je ne sais pas si on dit VR Experience à la française ou VR Experience à l'américaine, notamment avec VRX Sound, parce que c'est le son qui vous intéresse, le son du turbo. Et oui, pourquoi c'est important exactement. Le son du turbo ? Alors pourquoi c'est important ? Nous, ce qu'on va essayer de s'attacher à faire, c'est de rendre les turbos les plus discrets possibles acoustiquement parlant. Puisque sa fonction de première, c'est d'optimiser les moteurs avec des contraintes qui sont principalement d'être discrets ou silencieux et puis d'être robustes, de durer dans le temps. La complexité, c'est de gérer une machine tournante qui peut tourner très très vite, des fois 3000 rotations par seconde, qui va brasser des fluides, beaucoup de fluides, et donc créer des sons de différents types, dans différentes conditions d'usage, différents scénarios de conduite d'un véhicule, d'une voiture. Et donc le but, c'est qu'un turbo ne soit pas détectable dans l'habitacle. Ouais. C'est pour que les clients des constructeurs automobiles puissent garantir, avoir un bon confort
acoustique pendant toutes les phases de conduite possibles et imaginables lorsqu'ils conduisent leur voiture, de manière à garantir une bonne image de marque, un bon confort acoustique et d'éviter des retours de véhicules dans des concessions parce qu'on pourrait croire que tel ou tel bruit est lié à une défaillance, par exemple. Évidemment, il y a même c'est important pour le confort et pour ce genre et pour l'image de marque des constructeurs automobiles. Et on dit que souvent, comme ça, il y a des experts de la voiture qui, rien qu'à l'oreille, sont capables de détecter quelque chose qui ne pourrait ne pas aller dans le moteur. Et justement, vous, l'intérêt de la simulation, c'est justement de savoir, de faire en sorte que le bruit du turbo ne vienne pas perturber l'expérience qui est dans l'automobile. Alors justement, comment vous faites ça? Parce qu'il y a pas mal de paramètres qui peuvent participer au bruit qu'il y a dans un véhicule, notamment dans un habitacle. Il y a le moteur, évidemment, mais il y a les bruits de vent, il y a les bruits de roue, il y a pas mal de bruit. Comment vous arrivez à isoler le bruit du turbo? Tout à fait. Alors, il y a des techniques de traitement du signal très avancées qui nous permettent de faire de la chirurgie du signal, on va dire, pour isoler certains types de bruits qui viennent du turbo et pas d'autre chose, pour faire des diagnostics, un peu comme un médecin ferait un diagnostic avec son stéthoscope pour écouter votre cœur qui bat. Il sait dire si ça tourne rond ou pas rond, un petit peu comme nous, on pourrait le faire avec le bruit d'un turbocompresseur. Et comme je le disais tout à l'heure, le bruit d'un turbocompresseur, en fait, il s'inscrit dans un paysage sonore, comme vous l'avez dit, qui peut être varié, où il y a entre guillemets un bruit de fond habituel dans un habitacle qui est propre à un type de véhicule, sa forme, le type de pneumatique qui est en contact sur la chaussée, le type de chaussée, et un type de moteur essence, moteur diesel, des petits moteurs, des gros moteurs. Donc ça va générer un paysage sonore dans les habitacles, auquel va venir se greffer par-dessus le bruit de notre turbo. Donc Garrett, en tant qu'équipementier, lui, entre guillemets, il est en charge plutôt d'essayer de simuler, d'appréhender le bruit du turbo tout seul, avec une physique sous-jacente qui est la dynamique du rotor, des structures et des fluides, et de l'intégrer, de le mélanger au bruit habituel, au bruit de fond habituel d'un habitacle, et d'essayer d'évaluer et de voir si ce paysage sonore final est satisfaisant. Est-ce que notre turbo est suffisamment discret? Et c'est une manière pour nous d'évaluer en fait ce résultat final avec, on va dire, deux points de vue, l'aspect qualitatif et quantitatif. Le bruit, ça s'écoute avec nos oreilles, on peut le juger de manière très subjective, et d'une personne à l'autre, les gens auront des avis différents sur la manière dont ils perçoivent un bruit, un son, un scénario sonore, on va dire. Et puis il y a l'aspect vraiment quantitatif, qui est plus le point de vue des ingénieurs, qui vont tracer des belles courbes de toutes les couleurs, discuter longuement entre eux pour choisir quel est le meilleur turbo, quelle est la meilleure configuration, le meilleur design, le meilleur procédé de fabrication, qui est lié à tel niveau de bruit. Ou mais l'intérêt justement, c'est de pouvoir, évidemment, quand je parlais tout à l'heure de mélanger plusieurs bruits, c'est que vous ne travaillez pas tout seul, justement. Ça vous permet de travailler avec d'autres types de paramètres dans un seul et même outil. Ça nous permet d'être ce que moi j'appelle un petit peu en mode un peu collaboratif et le plus tôt possible dans le cycle de développement d'un produit. Donc collaboratif avec nos clients qui sont les constructeurs automobiles, de manière à anticiper le plus possible les potentiels problèmes qu'on pourrait avoir qui sont liés au bruit. Sachant que le bruit n'est pas le seul élément à prendre en compte dans la conception d'un turbo qui est quelque chose d'industriel, c'est quelque chose qui est fait en très très grande série. Donc il y a un aspect produit et un aspect procédé de fabrication de ce turbo et des véhicules qu'il faut prendre en compte le plus tôt possible pour éviter les mauvaises surprises de dernière minute qui sont très 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 coûteuses puisque ça peut opérer des changements industriels majeurs, des stratégies industrielles majeures qui peuvent être très compliquées à gérer. Et ça coûte moins cher de corriger le problème au tout début de la conception que beaucoup plus tard. Là, en industrie. Oui, c'est comme j'aime bien toujours décrire, quand on corrige un problème au début, ça va vous coûter 1, dans le milieu du projet, ça va vous coûter 10 ou 100, et vers la fin, ça va vous coûter 1000. C'est les ordres de grandeur, les rapports qui existent sur les changements à opérer, sachant qu'un changement, tout changement, on doit vérifier que ce changement donne un résultat satisfaisant et qu'il n'y ait pas d'effet de bord, qu'il n'y ait pas d'autres mauvaises surprises, ne pas faire un turbo plus silencieux mais plus fragile, qui va être défaillant. Donc c'est une équation complexe avec plusieurs inconnus qu'il faut résoudre du premier coup le plus tôt possible, on va dire. Donc ce mode collaboratif avec nos clients, il est important de ce point de vue-là.
Oui. Notamment en ces périodes un peu troubles de Covid où les relances ne se font pas forcément au même moment dans les mêmes régions du monde. Quel est le futur justement? Parce qu'on se dit qu'avec la voiture électrique, il n'y aura plus de turbo, les voitures à hydrogène, etc. Il n'y aura plus de turbo comme on le connaît aujourd'hui. Est-ce que vos compétences, votre savoir-faire va être utile encore? Alors, c'est une très bonne question d'actualité. Donc, effectivement, à terme, l'électrification des véhicules, elle est de plus en plus présente. Donc, il y aura d'abord des véhicules de transition qui sont les véhicules hybrides, où il y aura toujours un moteur thermique, il y aura toujours besoin d'un turbocompresseur. Et on va en même temps vers des turbos électrifiés, des turbos à assistance électrique qui vont utiliser de l'énergie qui vient d'une petite batterie en complément du moteur thermique. Et puis à terme, bon, on ne sait pas encore, mais les véhicules électriques seront sans doute un petit peu mélangés entre des véhicules à batterie et des véhicules à ce qu'on appelle à pile à combustible, à hydrogène, où dans ce cas bien présent, Garrett peut fournir des compresseurs électriques qui sont nécessaires à l'apport d'oxygène qui va être mélangé à l'hydrogène pour créer l'énergie et alimenter la chaîne de traction électrique qui va être la même que sur un véhicule électrique à batterie. Donc ça, c'est une tendance industrielle dans laquelle Garrett est en train de parier aujourd'hui pour fournir donc des compresseurs électriques, donc des pompes à air à très haute vitesse pour ce genre de véhicules. Oui, ce qui, acoustiquement parlant, va créer de nouveaux challenges. Parce que le véhicule est beaucoup plus silencieux, puisque quand on a un moteur électrique, évidemment, il fait beaucoup moins de bruit. Et donc, on n'a plus cette pollution sonore qui pouvait masquer peut-être le bruit du turbo. Oui, c'est tout à fait ça. En fait, pour moi, de mon point de vue, pour le moment, on a identifié deux principaux challenges. Le premier, c'est celui que vous venez de citer. Effectivement, un moteur thermique, ça fait pas mal de bruit. Ça peut masquer le bruit d'équipements auxiliaires comme un turbo. Donc, de temps en temps, c'est bien. Ces véhicules électriques, tant mieux pour les clients, seront plus silencieux. Ils feront un bruit un petit peu différent, mais ils feront un peu de bruit quand même. Donc, le nouveau challenge, c'est de faire des équipements auxiliaires, donc des compresseurs électriques, le plus discret possible pour qu'ils viennent, qu'ils ne soient pas perceptibles dans l'habitacle. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est là où la simulation et le mode collaboratif avec nos clients va nous aider. C'est que c'est des produits qui vont fonctionner de manière assez différente. Un véhicule électrique, entre guillemets, vous appuyez sur la pédale à l'accélérateur, vous attendez à un certain type de bruit. Quand on a un compresseur électrique qui va venir alimenter une pile à combustible, selon la manière dont l'énergie à bord est gérée, peut-être que ce compresseur électrique fera du bruit au moment où on ne l'attend pas. Et ça risque un petit peu de surprendre. Et c'est là où les gens vont se dire, mince, il y a quelque chose qui tourne pas rond dans ma voiture, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal? Donc c'est des situations que typiquement les constructeurs automobiles veulent éviter. Ils veulent que le bruit perçu dans l'habitacle donne un sentiment de confort, de confiance, de robustesse. Et donc, même si ça fait pas beaucoup de bruit, si ça fait du bruit à un moment donné où on ne l'attend pas, où on ne l'entend pas et on ne l'entendait pas et où on ne l'attend pas, ça peut être problématique. Donc c'est le deuxième challenge, c'est les scénarios d'usage, si on devait le résumer. Et ça, avec la simulation, on peut d'ores et déjà commencer un petit peu de l'appréhender. C'est tout l'intérêt de cette fameuse simulation qui va jusqu'à l'ambiance sonore, d'être capable d'anticiper ce genre de choses et de le faire, comme vous le disiez tout à l'heure, extrêmement tôt, parce que justement, ça coûte beaucoup plus cher de le faire un peu plus tard, une fois que le produit est déjà terminé. Merci beaucoup, Alexandre Rigaud, pour votre expérience et votre témoignage. Merci. On va continuer justement dans tout ce qui est son, dans l'ambiance sonore, dans la personnalisation du son, avec un exemple très concret de la façon dont la technologie peut aujourd'hui participer à l'expérience, au design sonore. On a la chance avec nous d'avoir sur ce plateau un artiste, mais qui est aussi un ingénieur. Bonjour, Laurent Bernadac. Bonjour. Alors vous êtes un musicien, vous êtes violoniste depuis quel âge? Depuis 5 ans. Depuis 5 ans? Pardon. Un micro, ça marchera beaucoup mieux. On vous entendra beaucoup facilement avec un micro. Je vais vous le tenir comme ça, vous pouvez garder le micro. Depuis l'âge de 5 ans. Depuis l'âge de 5 ans. Oui. Mais vous êtes également ingénieur INSA? Voilà, c'est ça. Je suis ingénieur en génie mécanique. En génie mécanique. Alors, ce qui est amusant, c'est que vous avez fabriqué, montrez-nous le fameux appareil, vous avez fabriqué un violon un peu spécial
Racontez-nous. Voilà, c'est un violon électrique, donc ça se joue comme un violon classique, puisque c'est ma formation initiale. Mais des micros, ici 5, puisque c'est un violon 5 cordes, vont transcrire le son des cordes en signal électrique, ce qui va permettre d'être utilisé un peu comme une guitare électrique. D'accord, donc c'est un violon électrique, C'est bien un ça. peu comme guitare, donc on peut faire pas mal de choses. Par exemple, est-ce que vous pouvez jouer de la guitare avec votre violon? Alors oui, je ne sais pas si vous aimez Carlos Santana, mais je Ah vais bah, essayer un petit solo de faire un peu comme ça. Est-ce que vous jouez de la basse? Est-ce que vous pouvez jouer de la basse? Oui, on peut jouer également tous les effets, donc de la basse par exemple. Et du violon? Ah, du violon également. Oui. Alors, expliquez-nous pourquoi un violon en 3D? C'est pas simplement pour le look, j'imagine, il y aurait d'autres raisons. Alors non, je souhaitais avoir un violon électrique vraiment particulier. Alors un violon électrique, c'est comme tout instrument, ça doit être absolument transparent. Transparent dans le son, transparent dans la visibilité, mais transparent aussi dans le confort de jeu. D'accord. Un musicien professionnel a la musique à l'intérieur de sa tête. La musique va se transcrire dans ses membres, dans ses doigts, dans son instrument, jusqu'à la chaîne sonore et pour les instruments amplifiés jusqu'au public. Tous les éléments qui font la chaîne doivent être le plus transparents possible pour permettre d'avoir un contact direct entre l'émotion du musicien et l'émotion du public. Le poids est très important, j'imagine. Le poids, le confort de jeu et également le son. C'est pour ça que l'impression 3D permet d'avoir un violon en une seule pièce. C'est important d'avoir une seule pièce? Pourquoi c'est important? C'est hyper important puisque, comme dans un violon classique, le son va voyager à l'intérieur du corps de l'instrument. Par ici, sur ce violon, il rentre par 3 zones, le chevalet, les mécaniques et la tête. Et il va ensuite migrer à l'intérieur de l'instrument pour se rassembler en une zone où les micros sont placés. Plus l'instrument est fait en moins de morceaux, donc une seule pièce, c'est l'optimum, plus le son va être clair et cristallin. D'accord. Et ça peut ne se faire qu'avec de l'impression 3D. Oui, pour avoir un design comme ça, seulement l'impression 3D le permet. D'où l'intérêt d'avoir à la fois quelqu'un qui est un ingénieur et à la fois un musicien, parce que justement, ça permet de faire un violon qui est parfaitement adapté à ce que l'on veut faire. C'est aussi ça, la personnalisation que permettent les outils de simulation. Alors, on va continuer avec cette idée de personnaliser son produit, mais aussi de garantir cette fameuse agilité, parce que ce violon permet de faire des choses que d'autres violons ne peuvent pas faire. Et on vous retrouve en fin d'émission. Vous nous jouerez quelque chose d'un peu plus conséquent que ces 2 minutes-là. On va continuer je vais poser ce micro. On va continuer à dérouler comme ça les différentes techniques de personnalisation qui existent aujourd'hui avec la simulation, avec notre 3e thème du jour, qui est le thème de l'agilité, parce qu'on a vu que la simulation permettait aujourd'hui de faire des choses extrêmement pointues avec le jumeau numérique. On a vu qu'on pouvait personnaliser l'expérience avec des outils de simulation, même aller jusqu'au son. Eh bien, la simulation peut également prouver numériquement, garantir numériquement. C'est ce qu'on va voir avec Marc-Antoine Lafay de Air Liquide Medical System. Bonjour Marc-Antoine, installez-vous. On est ravis de vous accueillir. Alors, Marc-Antoine Lafay, vous êtes expert simulation et développement CFD chez Air Liquide Medical System. Alors, oui. Air Liquide Medical System, grosse entreprise Air Liquide, mais Air Liquide Medical System, vous me disiez que c'était une petite PME dans l'entreprise et que Air Liquide Medical System est assez nouveau dans la simulation. Vous avez commencé il y a à peu près 5 ans avec votre recrutement. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de la façon dont vous utilisez la simulation? Alors, oui, chez ALMS, chez Air Liquide Medical Systems, donc, on développe des dispositifs médicaux et notamment ce qu'on appelle des robinets détendeurs. Donc, c'est les robinets qu'on vient brancher sur les bouteilles d'air ou d'oxygène, par exemple. Et puis, ces robinets, grossièrement, c'est un bloc de laiton. Oui. Et son but, c'est de faire passer du gaz pressurisé à un gaz à pression ambiante. Et à l'intérieur, on connaît la mécanique, on sait la théorie, on sait ce qui se passe, mais on ne peut pas le visualiser, on ne peut pas les mesurer. On ne peut pas mettre de capteur à l'intérieur. Voilà, exactement. C'est le genre de dispositif, si on vient le percer pour mettre un capteur, eh bien, en fait, on perd toute étanchéité et toute fonctionnalité. Et l'intérêt justement de la simulation dans ces environnements où on ne peut pas mettre de capteur, justement, c'est quoi ?
c'est d'obtenir tout ce champ de température, de pression, de vitesse, tout ce qui nous permet après de régler et d'optimiser le fonctionnement de ce robinet. Donc ça nous permet de jouer sur ces éléments mobiles parce qu'on a un petit clapet qui se déplace et qui laisse parfois juste quelques microns au gaz pour passer. Mais ça, c'est hors de question de l'instrumenter. Donc grâce à la simulation, on peut le faire. Alors justement, ça vous a permis d'être plus efficace dans la façon de concevoir les produits. Donnez-nous des exemples. Je pense que vous avez fait des respirateurs, justement, évidemment, avec la période qu'on a connue ces dernières années. Et le respirateur, c'est un bon terrain de jeu. Parce que... Ah oui, c'est un excellent terrain de jeu pour la simulation, parce que alors là, on a pléthore, on retrouve quasiment tous les éléments de la physique qui sont les fluides, forcément. Oui. Là, il s'agit de ventiler des patients. On peut avoir de la thermique. On a nécessairement de la thermique, puisqu'il faut refroidir les composants qui sont à l'intérieur, mais pas que à l'intérieur, c'est-à-dire à l'extérieur aussi. Il faut se préoccuper de la thermique, de ce qui va être à l'extérieur, parce que si le personnel médical pourrait se brûler ou le patient pourrait se brûler. On pourrait rajouter aussi, on en a parlé plusieurs fois, là aussi de l'acoustique. Ah oui. Parce que finalement, en fait, ce qui tourne à l'intérieur, c'est aussi un compresseur. Et si on est Dark Vador, c'est rigolo dans les films, mais peut-être pas dans la vraie vie. Non, ça c'est sur un autre sujet. Après, c'est en aval du respirateur. Mais effectivement, donc on a de la thermique, de l'acoustique. Donc je disais, on pourrait rajouter de l'électromagnétisme aussi. On a ces questions-là. Et puis après, en dehors du ventilateur même, parfois on ajoute une branche qu'on appelle un humidificateur. Donc là aussi, on a une physique autour. Et après, on va jusqu'au patient. Et jusqu'au patient, on retrouve un autre élément qui s'appelle le masque, qu'on a vu. Malheureusement, les gens sont équipés de masques pour recevoir leur traitement, le gaz jusqu'à la bouche du patient. Et en fait, il y a toute une thématique. Il y a tout un bestiaire plutôt de thématiques autour de ces masques. À savoir, au moment où le patient expire, eh bien, est-ce que le CO2 qui est expiré sort bien du masque et ne reste pas au contraire piégé? Oui, bien sûr. Et donc, toutes ces informations que vous avez, ça vous permet de faire quoi? Parce que avant, vous faisiez comment, justement, pour optimiser vos respirateurs, vos masques, etc. Vous faisiez comment? Eh bien, avant mon arrivée, c'était de l'essai-erreur. Voilà. C'était du test sur des bancs de test. Alors, ça pouvait être des énormes bancs de test, mais sinon, c'était de l'essai-erreur. Et aujourd'hui, grâce à la simulation, eh bien, on va au-delà de ça. Pour revenir sur les masques, on s'intéresse au nombre de trous d'évent, ce qu'on appelle les trous d'évent, qui permettent d'expulser ce CO2, leur nombre, leur position, leur diamètre. On s'intéresse aussi à ce qui se passe encore plus loin que le masque, puisque certains patients sont équipés de ventilateurs à domicile, puisqu'ils souffrent d'apnée du sommeil. Et quand l'air est expiré et sort du masque, en fait, là, c'est plus le patient qui nous intéresse, mais c'est son conjoint. Est-ce que le flux va être suffisamment dispersé et ne va pas venir, au contraire, pointer sur le visage du conjoint? Et ça, c'est très désagréable. Donc, on s'intéresse aussi à ça. Donc, c'est des choses qui sont simulées, justement, vérifiées, modifiées en amont, justement, avant que la machine-outil soit mise en place, enfin, comme toujours. Hein, alors, ça, ce serait l'idéal, ouais. Ce serait l'idéal et c'est ce qu'on vise, oui, effectivement. Oui, bien sûr, c'est l'objectif. Est-ce que vous avez mesuré après, parce qu'il y a toujours cette question de corrélation, c'est quand on simule le jet d'air, est-ce qu'il arrive sur le visage comment vous avez fait une corrélation entre ce que vous avez simulé et ce qui est fait dans la vraie vie? Oui, j'ai deux exemples en tête. Donc, on peut repartir sur l'exemple du masque. Donc, c'est mes collègues italiens, en fait, qui s'occupent de cette branche-là. Donc, eux-mêmes, de leur côté, ont fait leurs mesures. Et moi, j'ai fait mes simulations de mon côté. On n'a pas communiqué, on n'a pas échangé. Et on a juste rassemblé, on a regardé ce que ça donnait. Et on est arrivé à quelques pourcentages d'erreur sur le débit, justement, expiré, sorti par le gaz. Donc là, on était satisfait. Et je pense aussi, on parlait de banc d'essai. Donc le cœur du réacteur de nos ventilateurs, c'est une roue, c'est un compresseur, une micro-soufflante plutôt. Et cette micro-soufflante, elle était testée sur un banc. Et bien, je l'ai testée aussi in silico sur un PC, ça prend moins de place. Et puis en quelques jours, on peut vérifier si on a des différences entre la mesure et la simulation. Et là aussi, c'est de quelques pourcents de mémoire, dans le pire des cas, sur les valeurs qui nous intéressaient, les plus pertinentes pour cette physique-là. On arrivait à 8% d'erreur, donc on était complètement satisfait. Oui, donc évidemment, ça valide l'utilisation de la simulation. Oui, sur la simulation et le modèle. Oui. Alors, vous expliquez que, c'est moi qui disais que tout à l'heure que la simulation était encore jeune, qu'elle n'avait que 5 ans chez ALMS, Air Liquide Medical Systems. L'idée, c'est d'utiliser comment dans le futur cette simulation? Parce qu'aujourd'hui, si j'ai bien compris, vous faites encore des modèles physiques. Oui.
Oui, alors, il y a encore une, disons qu'on a déjà le dispositif et puis on intervient souvent en mode pompier. À l'avenir, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé Exactement. quand on veut optimiser quelque chose. Voilà, c'est ça, exactement. Pour optimiser, comprendre la problématique, arriver avec des propositions. L'idée, désormais, ce serait de partir de la feuille blanche. C'est-à-dire que dès que quelqu'un a une idée, hop, une idée apparaît, on prend une feuille blanche et puis on dessine, on commence à réfléchir. Et puis là, après, le responsable, le numéricien intervient et commence à lister les problèmes potentiels, les questions de physique. Et puis après, dès la feuille blanche, en avance de phase, là, on lance les simulations. On n'attend pas d'avoir un prototype, ni même d'avoir les dimensions. On a grosso modo l'idée de ce qu'on veut. Et puis après, on lance la simulation et après, on voit tout de suite les comportements en anticipé. On bénéficie de réduire encore plus les coûts de fabrication, accélérer la mise en œuvre sur le marché, j'imagine, puisqu'on va beaucoup plus vite. Et surtout, alors, je ne sais pas quelle taille font vos bancs de test, mais apparemment, c'est quelque chose qui est très important, qui est très grand. Et du coup, ça permet de supprimer ces fameux bancs de test. Ça dépend des dispositifs, mais oui, l'idée, c'est de supprimer les bancs de test. Après, on a juste un boîtier gros comme ça qui s'appelle un ordinateur avec des processeurs ou une grande armoire. Et puis dedans, on fait tout ce qu'on veut, toutes les physiques qu'on veut. Et on a toutes les données en fait, dans tout le système. On peut, parce que naturellement, on ne peut pas instrumentaliser partout. Avec la simulation, si. On peut. Non, pas seulement utiliser la simulation pour mesurer les choses, pour valider des choses ou tester des hypothèses, mais carrément l'intégrer dès le départ, dès le début, à la conception des produits. Merci beaucoup, Marc-Antoine Lafay. Alors, la simulation, on le voit, ça rend beaucoup plus agile, beaucoup plus malléable quand on doit faire des modifications sur les produits, quand on doit optimiser le développement de ces produits, mais elle peut aussi aider à apporter une preuve numérique auprès du régulateur cette fois. C'est ce que va nous expliquer Charles Rib de Stellantis. Bonjour Charles. Bonjour. Alors, on n'a pas de chance, parce que vous êtes spécialiste simulation aérothermique et aérodynamique de Stellantis. J'ai cru comprendre que vous travaillez en ce moment sur la 308, la nouvelle 308, qui va être présentée dans quoi ? Dans 9 jours. Voilà. Dans 9 jours. Et vous auriez pu nous emmener en exclusivité mondiale les premiers plans, enfin montrer l'aérodynamisme de cette fameuse voiture. Vous pouvez parler un petit secret ? Non, non, elle est très belle, mais non, malheureusement, je n'ai pas eu l'autorisation de la montrer aujourd'hui. Alors, on sait tous que le secteur automobile utilise énormément la simulation, ça depuis des années, mais aujourd'hui, elle devient critique en matière d'homologation, notamment pour les normes anti-pollution. Oui. Et tout d'abord, expliquez-nous, rappelez-nous l'enjeu, parce qu'il est d'abord financier. Qu'est-ce qui se passe, par exemple, si on dépasse d'1 gramme la norme d'émission de CO2 ? Alors, chaque groupe automobile se voit affecter un nombre de grammes par kilomètre auquel il a droit sur sa flotte. Et à partir de cette année, les pénalités sont de 95 € par gramme de dépassement. C'est-à-dire pour chaque véhicule. Si vous vendez 8 millions de véhicules, ça fait 800 millions d'euros de pénalité. 95 € par gramme. Par véhicule, par gramme de véhicule vendu. Donc si vous dépassez 10 grammes, ça fait 1 000 € par véhicule. 8 millions, ça fait 8 milliards. Donc ça fait très on comprend l'enjeu. En matière de communication aussi, j'imagine. En matière de communication aussi, pour beaucoup de groupes, c'est important de montrer qu'on est responsable d'un point de vue environnemental. Donc voilà. Notamment chez ex-PSA et chez Stellantis maintenant, on considère qu'on ne veut pas payer des pénalités, non seulement parce que ça coûte cher, mais aussi parce qu'on veut montrer qu'on est responsable d'un point de vue environnemental. Alors, sauf qu'aujourd'hui, l'homologation, ça coûte extrêmement cher, parce qu'il y a de plus en plus de configurations, de plus en plus de véhicules, et que une soufflerie ne suffirait peut-être pas, c'est ça ? Voilà, une soufflerie, ça coûte aussi très cher à fabriquer. Il y a les nouvelles normes qu'on appelle le WLTP qui sont plus réalistes, et plus réalistes dans le sens aussi où avant, on avait tendance à homologuer peut-être 1 ou 2 configurations de véhicules. Maintenant, il faut être capable de prouver qu'on sait passer une homologation et donner les effets de toutes les variations d'un véhicule. À titre d'exemple, sur une 308, c'est à peu près 300 configurations potentielles d'un point de vue aérodynamique. C'est-à-dire 300 maquettes, 300 passages de tunnel. Non, malheureusement, non. Donc, on ne peut pas faire ça. Donc, il faut faire de la simulation. Et on utilise la simulation, d'une part pour préparer l'homologation, pour que le véhicule passe l'homologation, mais aussi pour montrer aux organismes certificateurs, chaque pays a ses organismes certificateurs, qu'on sait, dire l'effet de telle option sur la traînée aérodynamique du véhicule. Ça veut dire quoi très concrètement ? Ça veut dire que vous prouvez au régulateur que vous maîtrisez les variations. Très concrètement, comment ça se fait ? Est-ce que le résultat de la simulation peut valoir homologation ? Alors,
le résultat de la simulation vaut dans le dossier d'homologation et après, l'organisme certificateur peut prendre au hasard certaines configurations, le passer, et on a intérêt à avoir donné une bonne estimation de ce qu'on a dit à l'organisme de certification. Voilà. Donc, très concrètement, on prend quoi 3, 4 véhicules qu'on fait vraiment passer. Voilà, c'est ça. Et on va prendre l'organisme certificateur, ne va pas annoncer à l'avance ce qui va passer. Il va dire tiens, bonjour, alors je veux telle voiture. On la passe en soufflerie. On regarde le chiffre qui s'affiche. Et si par rapport à ce qu'on leur a dit avant avec le dossier de certification, on n'est pas bon, il faut revoir sa copie. Oui, d'où l'importance d'avoir non seulement la simulation, parce que ça coûte extrêmement cher de passer tous les modèles en soufflerie, mais aussi d'avoir quelque chose d'extrêmement fiable et d'extrêmement efficace, parce qu'on l'a vu, ça peut coûter très cher. Ça peut coûter très cher, et surtout dans la conception d'un véhicule, on demande de plus en plus de précision. Alors, dans les phases amont, on utilise énormément la simulation dans les phases précoces pour le potentiel aérodynamique d'un véhicule. On fait des dizaines de milliers de simulations aérodynamiques chaque année. Donc pour la forme globale du véhicule, donc on optimise cette forme globale. Et puis un peu plus tard, on va aller optimiser chaque élément. La jante, les jantes, les rétroviseurs, les bécailles, etc., pour aller optimiser et aller au plus fin possible. Et on nous demande, dans les phases de fin de projet, d'avoir une précision de l'ordre du dixième de %. Voilà, donc effectivement, il faut que le calcul marche très très bien. Bien sûr. Voilà. Et je ne vous pose pas la question, parce que j'imagine à 308... quand on est constructeur automobile, qu'on s'appelle ex-PSA, qu'on est Stellantis, qu'on a quand même un paquet de véhicules qui sont déjà sur le marché, et qu'on n'a pas forcément eu le même problème que certains, c'est quelque chose qui aujourd'hui, si je vous pose la question, est-ce qu'il y a une corrélation, vous allez me dire oui. Oui, alors vous n'avez pas le choix. Il faut qu'il y en ait une. Ça marche bien. On pourrait. Alors, ça marche bien. C'est pas parfait. Vous allez peut-être me poser la question de dire, est-ce qu'on pourrait tout faire en numérique pour l'instant ? Pour l'instant, non. On fait énormément de numérique. Je pense qu'on pourrait voir quelques illustrations. On va, d'une part, comprendre ce qui se passe sur nos véhicules. Ce n'est pas le tout de dire on doit prouver à l'organisme d'homologation, on doit concevoir correctement nos véhicules, comprendre la physique. Comme expliquait l'intervenant précédent, il y a des endroits où c'est difficile d'aller faire des mesures. C'est difficile d'avoir la mesure partout, de comprendre les interactions entre les différents éléments du véhicule. Donc on va utiliser la simulation pour améliorer la conception, pour comprendre ce qui se passe sur nos véhicules. Et puis, petit à petit, on va essayer aussi, comme je l'ai dit, essayer d'aller vers la certification. Malheureusement, les équations sont très très complexes. La turbulence, c'est un des phénomènes les plus complexes de la physique. Alors moi, j'aurais tendance, parce que c'est mon domaine, de dire que c'est le plus complexe, mais en tout cas, il est extrêmement complexe. Et on projette de dire qu'on saura résoudre complètement les équations de la turbulence d'ici une 50aine d'années. Donc je pense que je serais parti faire autre chose d'ici là. Voilà. Juste très concrètement, aujourd'hui, un calcul pour avoir justement le taux, cette valeur de traînée. La traînée, ça met combien de temps chez vous ? Alors, ça va dépendre, mais combien de cœurs on peut calcul, faire... Et ça donne que ça fait voilà, combien de temps ? Sans donner de chiffres extrêmement précis, mais sur quelques centaines de cœurs, on a des résultats en 2 heures. Donc on arrive à avoir des résultats très, 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 très rapidement. Il faut savoir qu'il y a 6 ou 7 ans, il nous fallait 2 jours. Oui. Voilà, donc on a vraiment une compression, une puissance de calcul qui augmente. Et les codes qui évoluent, on travaille beaucoup avec ANSYS là-dessus pour faire évoluer nos résultats et avoir les résultats le plus vite possible. J'imagine qu'il y a aussi en matière aérodynamique, il y a des choses qu'on ne peut pas tester ou qui sont très difficiles à tester, peut-être en matière de sécurité, dans la vraie vie. Exactement. Alors il y a des choses qui peuvent être dangereuses, donc on va chercher à éviter ces essais-là. Alors nous, on fait un essai où on croise un camion, on roule très très vite. 200 km/h, on croise un camion à moins d'1 mètre qui arrive en face. Donc c'est le genre d'essai qu'on essaye d'éviter de faire trop souvent. Ça s'appelle une cascade. Les pilotes n'aiment pas trop, ça s'appelle une cascade. Donc ça, c'est des choses qu'on fait par exemple en simulation. Et puis il y a aussi des choses qu'on ne sait pas faire en essai. Par exemple, pour avoir des lois de commande pour les véhicules autonomes, on peut vouloir avoir l'interaction entre différents véhicules qui vont circuler sur l'autoroute. Pas un véhicule tout seul comme on peut le faire en homologation, mais un véhicule qui va suivre un véhicule avec une caravane, une berline, etc., pour savoir l'impact que ça va avoir sur sa traînée et s'il doit freiner, est-ce qu'il va devoir freiner plus ou moins fort selon l'impact sur sa traînée. Donc ça, c'est des choses, on est incapable de le faire dans une soufflerie. On ne peut pas mettre 3 véhicules dans une soufflerie et faire les bouger entre eux et faire des mesures dessus, c'est impossible. Très très complexe, et d'où l'intérêt de la stimulation. Et j'imagine, quand on est un groupe comme Stellantis, un groupe mondial, l'intérêt aussi, c'est que maintenant, j'imagine, l'expérience qui est tirée
de l'aérodynamique de la 308 va pouvoir être réexploité un peu partout. C'est-à-dire qu'on va pouvoir partager un peu les connaissances. Exactement, on le partage. Et puis, le fait d'utiliser ce type d'outils numériques, ça permet effectivement de travailler sur des équipes qui sont réparties dans le monde entier, en Chine, en Inde, aux États-Unis maintenant, en Italie, en Allemagne, etc. Au Maroc, voilà, donc un groupe mondial, et de travailler effectivement, c'est beaucoup plus facile de faire intervenir un collègue qui est à l'autre bout du monde sur une simulation, on a juste à lui envoyer des fichiers, que de le faire venir dans notre soufflerie qui est près de Paris. C'est évidemment beaucoup plus simple de ce point de vue-là. Donc beaucoup de confort, parce que justement, ça permet de travailler plus facilement avec des équipes qui sont un petit peu éloignées. Également, cette réduction des coûts. Incroyable, parce qu'évidemment, on ne peut pas construire des tunnels, des souffleries à l'envie, parce que ça coûte extrêmement cher. Et cette capacité, justement, à avoir cette simulation qui est la plus proche possible de la réalité, parce que ça permet d'homologuer les véhicules, en tout cas d'homologuer certains véhicules virtuellement, et s'assurer que le régulateur, quand il va le tester pour de vrai, il tombe bien la bonne valeur, il tombe bien sur la bonne valeur, parce que sinon, ça peut coûter très très cher aux constructeurs. Donc on vous remercie énormément pour toutes ces réponses, Marc-Antoine. Non, c'est Charles. Charles, merci. Charles Reeves de Stellantis, merci, désolé. Je m'en mêle un peu les pinceaux avec les différents intervenants. Alors, on a vu que justement la simulation pouvait garantir numériquement, pouvait prouver numériquement. Ça, c'est ce que peut faire la simulation. Mais la simulation ne fait pas que ça. C'est ce qu'on va voir avec notre prochain invité, Anna-Paul Serron. Donc on a parlé beaucoup de simulation depuis tout à l'heure. Avec vous, on ne va pas parler de simulation. On va parler de la façon, on va parler de matériaux et on va parler d'un sujet qui vous est assez cher, c'est celui de la fabrication additive. Alors vous êtes responsable innovation chez Orano, en charge de la fabrication additive. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Orano travaille dans la valorisation des matières nucléaires. Orano intervient notamment dans l'ensemble du cycle de vie du combustible nucléaire, c'est-à-dire que aussi bien de la mine au recyclage, en passant par des services de démantèlement d'usines, entreposage de matériel nucléaire, etc. Juste pour situer un peu où vous êtes. Et vous, plus précisément, Anna-Paul Serron, vous vous occupez de la fabrication additive métallique. C'est ce qu'on appelle parfois l'impression 3D. Et c'est quelque chose que vous testez depuis 2017. Et qu'est-ce que vous testez? Pourquoi, justement, cette fameuse impression additive? En vérité, au tout démarrage, on avait besoin de bien gérer la question d'obsolescence des pièces. Et nous avons vu très rapidement qu'il y avait un certain nombre de pièces très complexes pour lesquelles les méthodes traditionnelles de fabrication, comme l'usinage ou la fonderie, coûtaient extrêmement cher dans un contexte de pièces uniques ou de petites séries, qui est notre cas dans la majorité de nos usines. Quand on intervient 20 ans après, on n'a plus les moules, il faut refaire une seule pièce, c'est hors de prix. C'est hors de prix. Donc, dans ces cadres-là, on a vu qu'il y avait, on va dire, une fenêtre d'opportunité de tester ces nouvelles technologies, différentes technologies de fabrication additive. D'accord. Et ça a évolué. Actuellement, fort de bons résultats qu'on a eus, on passe à une deuxième étape qui est plutôt celle des pièces du procédé de nos usines. Et pour cela, il faut qu'on ait tout un processus de qualification et de traçabilité bien établi. D'accord. Et donc, vous avez mis en place, enfin en tout cas, vous avez mis en place une base de données, une espèce de grosse base de connaissances de tout ce que vous avez testé en matière d'impression, je dis impression à 3D, mais de fabrication additive. Oui, c'est exactement ça, parce que nous avons vu que pour chaque projet, la quantité des données, elle était déjà très significative, parce qu'à la fois, on avait des données, des essais, matériaux qu'on faisait, mais chaque essai était associé à des paramètres de matières premières, de machines, de procédés, on va dire, de fabrication et des paramètres de fabrication, des paramètres des post-traitements, des finitions. Donc, vous voyez que très rapidement, on arrive à un volume d'informations qui est extrêmement important. Et si on voulait faire bénéficier l'ensemble du groupe sur ces sujets-là, il fallait bien et structurer et sauvegarder ces informations dans leur contexte. Oui, d'accord, parce que sinon, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils doivent lire des pages et des pages de rapports, ils perdent un temps fou, et ce n'est pas efficace. Oui, et surtout qu'on a plusieurs business units, et ces projets sont dans plusieurs business units, donc pouvoir accéder à tous ces rapports,
ce n'est pas quelque chose d'évident. Donc, c'est réellement dans une perspective de bonne pratique sur une technologie qui est émergente et qui, comme on a vu avant, un des anciens intervenants a dit, ce n'est pas seulement, on va dire, une question technologique, mais aussi de méthode, de changement de méthode de travail. Bien sûr. Et donc, pour ça, il fallait une base de connaissances partagée, facilement accessible, une base de données, tout simplement. Et bien structurée, parce que ça semble simple. Oui, c'est pas tout de stocker, mais il faut que ce soit facilement accessible, donc bien structuré. Ça semble simple, mais comme il y a beaucoup de liens entre les différents paramètres et les résultats qu'on a à la fin, ce n'est pas évident de faire ça tout seul, on va dire. C'est quelque chose qu'on ne pouvait pas le développer en interne. D'accord, donc vous n'avez pas développé la base de données seul, vous avez développé avec ANSYS. Oui, en fait, ANSYS avait déjà une très bonne architecture puisqu'elle avait développé une solution qui était adaptée et réalisée, conçue pour la fabrication additive. Donc, cette architecture qui était bien établie pour tout qui était donné des essais mécaniques sur des matériaux fabriqués par ces technologies-là, on l'a intégré également des préoccupations qui nous étaient propres, comme par exemple des données de corrosion. Donc, on a pu mettre des modules supplémentaires. Donc, c'était intéressant de pouvoir partir d'une base bien structurée et l'adapter à nos besoins. Des choses. Alors justement, quels sont les bénéfices aujourd'hui de cette base de données? Vous avez commencé à nous expliquer ce que vous faites avec les différentes business units. Typiquement, qu'est-ce que ça permet de faire aujourd'hui dans les différentes BU d'Orano? Je partagerai plutôt par métier. Donc, c'est vrai que cette base de données partagée, nous avons tous les bureaux d'études qui, quand on va concevoir de nouvelles pièces, de nouveaux composants, ils peuvent accéder à ces données matériaux. On a également nos métiers matériaux quand ils sont à la recherche de nouvelles solutions. De la même manière, on va dire en accord aussi avec les directions techniques qui sont là pour résoudre certains problèmes qui apparaissent. Donc, toutes ces personnes-là, elles peuvent d'une certaine manière évaluer si on a déjà, dans les projets qui ont été réalisés, obtenu des résultats qui correspondent à leurs besoins. Donnez-nous un exemple très concret. Qu'est-ce qu'on peut demander? Qu'est-ce qu'on peut rechercher? Par exemple, on veut produire une pièce en acier 316L qui a une certaine limite d'élasticité, qui a un certain allongement. Donc, déjà, cette base de données, elle nous permet, parce qu'on a mis beaucoup de données là-dedans, de faire des analyses statistiques et retrouver quels étaient les projets pour lesquels on a réussi à obtenir ces besoins-là, on va dire ces caractéristiques. D'accord. Et donc, ça permet d'un coup, très facilement, de trouver des fournisseurs, de paramétrer les machines. Exactement, et de ne pas recommencer, parce que vous savez, dans les grands groupes, on peut avoir ces biais de recommencer, de réaliser deux projets. Oui, c'est la main gauche qui ne parle pas la main droite. Oui, dans la business unit. Donc, comme ça, on gagne réellement en agilité et on peut faire des choses en partant d'une base, pas seulement de données, mais d'une base de projets, d'une base de connaissances qui a été bien structurée. Alors, dans cette base de données, base de connaissances, il y a aussi des données publiques. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a les vôtres. La corrosion vous intéressait, vous l'avez ajouté. Mais il y a aussi des données publiques. Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est utile? Parce qu'on veut lancer de nouveaux projets. Parfois, on veut explorer des nouveaux matériaux. Et c'est vrai que c'est important de savoir, d'une part, si ces matériaux ils sont disponibles sur les formes qui sont utilisées par fabrication additive, qui peuvent être une poudre d'une certaine taille, des fils, et aussi pour savoir s'il y a eu déjà des machines, des fabricants de machines qui ont utilisé ces matériaux-là et pour lesquels on a des premiers résultats d'essais qui ont été réalisés. Oui, donc on gagne, comme vous dites, un temps fou. Ah oui, parce qu'on va au-delà de ce qu'on peut rechercher en termes d'articles scientifiques, et on est plutôt dans une démarche qui est industrielle. Bien sûr. Donc ça fait gagner du temps. Oui, bien sûr. Et puis, jusqu'où vous pourriez aller avec cette base? Parce qu'encore, on le rappelle, l'impression 3D, la fabrication additive, c'est quelque chose qui est encore jeune, même si on sait que, on l'a vu tout à l'heure avec le violon, on en fait depuis très longtemps, mais sur des métaux de façon industrielle, ça reste encore jeune. Donc vous, ça vous permet quoi? De prendre un coup d'avance avec,
Ouais, de notre côté, on pense que cette base de données, comme j'ai dit, comme on a un volume de données qu'on peut analyser statistiquement, ça permet à nos équipes de monter en compétences et réellement d'avoir un coup d'avance. Et ce qu'on imagine aussi, c'est qu'aujourd'hui, on ne fabrique pas nous-mêmes nos pièces. Donc, c'est vrai que les informations qu'on peut avoir, parfois, elles sont limitées. Donc, toutes les possibilités de la base, elles ne sont pas complètement utilisées. Mais si à un moment donné, nous décidons nous-mêmes de fabriquer les pièces, ça peut être un bon outil de traçabilité de fabrication. Donc, prendre de l'avance avec le partage de connaissances dans un grand groupe où la bras gauche ne parle pas forcément au bras droit. Donc, l'importance de se créer ces outils, cette base de données qui permet justement de gagner du temps ensuite quand on veut créer une pièce avec des attributs particuliers, corrosion, élasticité, résistance, etc. On vous remercie énormément. Et cette fois-ci, je n'écorche pas mon nom, Anna-Paula Serron. Merci énormément. Donc, on a vu pas mal de choses aujourd'hui. On a vu les enjeux industriels du moment, l'enjeu en matière d'agilité, d'être capable d'aller extrêmement vite, de corriger les problèmes, d'être capable de se démarquer aussi avec cette personnalisation. On a aussi parlé tout à l'heure d'optimisation opérationnelle, notamment avec ce fameux jumeau numérique. Ce sont des enjeux industriels aujourd'hui qui sont notamment traités, gérés par la simulation. Je me retourne encore vers Florent et Francis. Bonjour à tous les deux. Rebonjour à tous les deux. La question que j'ai envie de vous poser, c'est de quelle manière ANSYS investit dans les 3 domaines qui sont les enjeux qu'on a abordés aujourd'hui, l'agilité, la personnalisation et puis cette optimisation organisationnelle, jumeau numérique. Florent. Alors, je me souviens que la dernière convention, et on l'a répété tout à l'heure, l'ADN d'ANSYS, c'est vraiment d'offrir ce spectre ou ce champ des possibilités le plus large possible. Et donc, comment ANSYS répond à ces challenges, ou en tout cas souhaite accompagner ses clients pour y répondre, ou en tout cas les accompagner dans cette continuelle amélioration, par 2 axes clés qui sont tout d'abord d'intégrer des acquisitions externes de technologies qui sont disponibles sur le marché. On peut citer récemment l'acquisition d'LSTC, qui est une société qui développe le logiciel qui s'appelle LSDINA, explicite, donc qui permet par exemple de faire la simulation de crash automobile ou d'impact, voilà, dynamique rapide, très grande vitesse. Ce dont on parlait tout à l'heure, de cette idée, est-ce qu'on va pouvoir tout simuler? Exactement. Dans cette idée, cette optique, vous allez... C'est Monsieur Rib qui disait tout à l'heure que de mon vivant, on n'y arrivera peut-être pas, mais en tout cas, vous y travaillez. On essaye d'y travailler. Un autre exemple qui sort peut-être un petit peu du spectre plus conventionnel de la simulation, c'est la société AGI Simulation. Qui permet... spatial, ça, je crois. Tout à fait. C'est une société qui permet de simuler, par exemple, une mission spatiale avant de la lancer. Alors, on pourrait parler... Je sais que Thomas Pesquet s'en va très prochainement en direction de la Station spatiale internationale. Typiquement, cette société va permettre de simuler un petit peu le déroulé de cette mission, en virtuel, bien évidemment. C'est compliqué de faire des tests grandeur nature. Exactement. Quand on envoie un module sur Mars, on ne va pas le répéter. Tout à fait. Exactement. Ça, c'est le premier pilier. Fait, comment AGI Simulation. Donc ça, c'est le premier pilier. C'est comment ANSYS intègre continuellement les technologies les plus avancées qui sont disponibles sur le marché. Et le second axe, second pilier, qui est très important, c'est l'investissement en R&D. Et ANSYS consacre chaque année près de 20% de son chiffre d'affaires en investissement dans ses équipes R&D, en développement. Alors, on est assez fiers de le dire en France. On est le 2e centre de R&D derrière les États-Unis dans le groupe ANSYS. Donc, c'est le petit cocorico local, la fierté un peu locale. Ça veut dire que les Français sont écoutés. Si jamais il y avait 0%, on écouterait un peu plus d'autres pays que la France. La France est écoutée. Écoutée, influent. Je crois que la chaîne de valorisation aussi d'ingénieurs en France est clairement remarquée à l'échelle mondiale. Et on peut peut-être prendre un exemple concret, Francis, je ne sais pas ce que tu en penses. Hein. On a la suite Cloud, par exemple, je pense que tu voulais nous en dire un petit mot, qui est aussi, quelque part, concocté Made in France. Oui, alors tout à fait. Alors, le cloud aujourd'hui, c'est une tendance qu'on voit partout. Hein, je veux dire, on le vit nous-mêmes au quotidien. Avec la pandémie. Oui, voilà. Alors, ça a été accéléré par la pandémie. Je pense qu'il n'y aura pas de retour en arrière sur le cloud. Et effectivement, ANSYS, comme disait Florent, ANSYS Cloud est une solution qui a été développée par les Français. Donc on en est très fiers. Et vraiment, ce qui est unique dans notre solution cloud, c'est que cette solution est intégrée aux produits existants. C'est-à-dire que les utilisateurs qui utilisent aujourd'hui au quotidien Fluent, Mechanical et autres vont pouvoir lancer leurs calculs directement sur le cloud. Donc ils ont accès à des centaines de cœurs disponibles sur le cloud,
sans en fait quitter leur application. D'accord, donc on reste dans l'appli, on ne monte pas, je sais pas, on ne réserve pas des machines virtuelles sur le cloud et sur lesquelles on réinstalle son matériel. Ça se fait directement dans son appli, dans ses outils aujourd'hui. On n'a pas besoin de se connecter à un site web, c'est intégré, donc c'est une option qui est vraiment disponible tout de suite dans nos outils et on est très fiers parce que au niveau de l'expérience utilisateur, c'est très transparent en termes d'usage. Donc là, c'est quelque chose qui... Et c'est français. Et c'est français. C'est français. Pour rebondir peut-être sur le contexte pandémique, beaucoup de gens ont dû se mettre en télétravail de façon plus ou moins forcée. Et je pense que le fait de pouvoir accéder à des machines comme ça, juste en 2 clics et sans forcément avoir de travail préparatoire, réserver des machines, installer tout un tas de programmes, je pense que c'est un atout majeur pour l'utilisateur et de cette intégration dans les outils Ansys. Il y a beaucoup de problèmes logistiques pendant les confinements et les pandémies. Par contre, on a voulu augmenter son data center avec des calculs, des serveurs, des fermes de serveurs qu'on n'a pas pu avoir. Donc, d'où l'intérêt. C'est de la flexibilité du cloud. Et même des clients qui ne pouvaient plus accéder à ces machines à distance. Ah oui, parce qu'ils étaient chez eux. Voilà, exactement. Donc, ça a été un vrai problème pour des grosses sociétés qui, de par les sécurités qui étaient en place, les utilisateurs qui étaient maintenant chez eux ne pouvaient plus accéder à ces ressources. Donc, le cloud était aussi une option, une porte de sortie très importante. Et donc, c'est pour ça qu'il y a eu un gros intérêt là-dessus. Et d'ailleurs, on le propose en test à nos clients. Nos clients peuvent le tester 1 mois gratuitement. Donc, on les encourage à nous contacter si ça les intéresse, s'ils veulent tester. Voilà, il y a... Donc c'est l'appel de Francis. Hein. si vous voulez miner du Bitcoin aux frais d'Ansys, vous avez du cloud. C'est pas le but, mais bon. Donc on vous remercie tous les deux. On vous remercie Francis, on vous remercie Florent. Et c'est ainsi que va s'achever notre première édition de l'Ansys Mag. Alors on vous avait promis que l'on terminerait en musique. Donc je vous laisse avec Laurent Bernadac et son violon orchestre imprimé en 3D. À bientôt.